Bonjour à tous, toutes, point E, etc. Donc, en fait, c'est Baudouin Courtier qui m'avait demandé de venir avec vous ce soir. Donc, moi, je m'appelle Paul Cotu, je suis oncologue médical. Donc, je prescris des médicaments du cancer. Donc, l'objet, c'était, la commande de Baudouin, c'était vous présenter des cas cliniques sur le cancer du sein HER2+, au stade précoce. Donc, j'en ai 3, histoire d'illustrer, en fait, l'état de l'art sur le plan des traitements médicaux. On ne parlera pas de chirurgie. En gros, il faut opérer les cancers du sein. Et Yulia vous parlera de radiothérapie, et puis donc on ne fera pas le sein méta, mais il y aura d'autres occasions de le faire, je suppose, et voilà. Donc, cas numéro 1. Voilà, donc il y a cette femme jeune, 52 ans, pas d'antécédents, qui arrive avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? On imagine qu'elle a eu la mammo. Ça, c'est plutôt une IRM déjà. Donc il y a plusieurs. Oui, c'est une IRM. C'est une IRM. Après, l'IRM, Absolument. ça fait pas de maman. Mais... C'est une IRM, on voit quoi sur cette IRM? Qu'elle a une masse dans le sein et puis un ganglion satellite. Hein, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait parmi tout ça? Une biopsie de quoi? Les deux, en théorie, absolument, oui, tout à fait. On n'opère pas d'emblée? Non, biopsie. Ok. On fait une biopsie. La biopsie nous dit, donc ça c'est des cas absolument réels, hein, j'ai rien trafiqué, j'ai fait des copier-coller du dossier de A à Z pour les 3 cas. Cancer infiltrant, grade 3, récepteur œstrogène positif, RP négatif, HER2, score 3 croix positif, un KI un peu élevé, et un peu de lymphocytes, même pas mal de lymphocytes dans le stroma tumoral. Donc vous avez cette patiente qui a une tumeur qui fait approximativement 2 cm, un ganglion satellite. Les deux ont la même histologie, c'est pour ça que j'ai pas mis les deux. Et donc la question qui va se poser, c'est une question de stratégie derrière. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une chimio néoadjuvante alors? Alors, chimio néoadjuvante, j'ai entendu. Quoi d'autre? Trastu. Ouais. Pourquoi pas une mastectomie curage? Bon, on pourrait. On pourrait, c'est pas une faute, quoique. D'avoir la chimie adjuvante, ça permet un peu de maximiser les molécules. On va l'illustrer absolument. Et puis elle a une indication. Sur quoi on va reposer l'indication de chimio dans un premier temps? Il y a une plus, elle est HER2, elle est grade élevé. Ouais, absolument. Elle coche à quasiment toutes les cases. Et puis elle n'a pas 92 ans, quoi. D'accord. Et elle n'a aucun antécédent, elle n'a pas de contre-indication. On supposera. Oui, vas-y. Et pourquoi on ne lui fait pas une tumorectomie tumorectomie curage et commencer le traitement systémique après? Parce qu'a priori, c'est faisable pour une tumeur de cette taille. Alors on va amplement l'illustrer au cours des cas cliniques, mais pour la raison qui a été dite là, c'est-à-dire gagner l'information sur la réponse histologique. Donc là, tu m'as grillé 40 diapos, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ajoute encore une question. Mais elle a une indication de chimio pour les raisons qu'on a vues. Elle a une indication de mastectomie, non pas tellement en fait, même sa tumeur n'est pas très volumineuse. Hein. De curage, oui, sûrement à un moment ou à un autre. En tous les cas, d'information ganglionnaire. L'hormono première, bon, histoire de dire. Hein. Chimo et trastu, oui. Et le pertu, vous êtes sûr? Vous connaissez le statut de l'AMM du pertuzumab en France? On va y revenir bien sûr, hein, mais il y a deux AMM hein, pour le pertuzumab. C'est le cancer du sein HER2+ avancé première ligne en combinaison avec le trastuzumab d'une chimiothérapie à base de taxane. Il y en a une deuxième qui est l'indication néoadjuvante, mais qui n'est pas remboursée. Okay. Donc qui n'est pas financée par le système de soins. Donc si on veut faire du pertu, c'est à nos frais. J'entends les frais de l'institution qui le prescrit. Quand on s'est mis à faire du pertu, ça nous a coûté 1 million d'euros sur un an, le directeur a dit stop. Du coup, il y a une de vos collègues qui finit son travail de rétrospective de nos malades pertuzumab, et voilà, le papier sur mon bureau. Alors, un peu de rappel quand même. En fait, j'aurais dû animer cette diapo. La partie gauche de la diapositive, c'est juste pour vous redonner le contexte et d'où ça vient quand même. Vous avez en haut les courbes historiques qui viennent des premières signatures génomiques des années 2000. Donc vous étiez très jeune, moi j'avais votre âge, et c'est au moment où en fait la cancérologie a changé d'air, hein, dans les années 2000, autrement dit quand la génomique est arrivée, d'abord sur le plan transcriptomique, hein, c'est la partie haute,
et donc qui a associé finalement aux classifications histopronostiques qu'on connaissait historiquement les classifications moléculaires basées au départ sur des profils d'expression essentiellement, puisque les courbes de Thérèse Sorli en haut sont des courbes dérivées du profil d'expression qui a donné en fait secondairement la signature de MammaPrint. Et les courbes que vous voyez là, la bleue foncée, je ne sais pas si on voit bien avec le pointeur. Pardon. La bleue foncée, la bleue claire, c'est des tumeurs luminales, sachant que ce sont des séries historiques de patientes qui n'ont reçu qu'un traitement loco-régional et qui n'ont pas reçu de traitement systémique. En vert, c'est le sous-type dit normal qui a disparu en fait secondairement. Rose, c'est HER2 et rouge, c'est triple négatif. Donc ça, ces courbes-là vous donnent en fait un bon reflet de ce qu'est l'histoire naturelle des cancers du sein au stade précoce, reclassifié sur la base d'une classification moléculaire, et ça vous donne le pronostic vrai finalement, une fois qu'on a réglé le traitement loco-régional. Donc le potentiel métastatique et en même temps la gravité de la maladie métastatique. Cette classification-là, qui est la classification de Carlos Caldas à Cambridge, une classification un petit peu plus savante en fait, parce qu'elle associe un profil d'expression à du séquençage. Donc vous avez ADN plus ARN. Et donc ça a donné ce qu'on appelle les integrative clusters, donc des clusters intégratifs, où il y a 10 groupes, et c'est la même chose. Donc là, c'est pas la même banque de tumeurs historiques, c'est une autre, mais le principe est le même, c'est des tumeurs historiques sans traitement systémique. Donc qui sont suivies très longtemps, et le sous-ensemble de cancers du sein au stade précoce qui a le bon pronostic, c'est les cancers du sein HER2. Donc le papier de Slamon qui a identifié HER2, ça date de 1987, c'est comme ça que Denis Slamon a fait sa carrière, mais à juste titre, et qui avait identifié un de ses premiers oncogènes associés au cancer du sein, et associé à un mauvais pronostic dans les cancers du sein. Et donc on a ces données moléculaires historiques qui viennent confirmer ce qu'on savait déjà un petit peu intuitivement sur la série rétrospective. Et donc l'élément qui est important, une fois qu'on a compris ça, et effectivement c'est plus souvent des femmes jeunes, c'est plus souvent des tumeurs de haut grade, c'est pas forcément plus souvent des tumeurs RH+, puisque 60% sont RH+, grosso modo. Et ce qui est intéressant aussi sur ces deux-là, c'est que vous voyez que la survie historique à 6-8 ans est à peu près la même, c'est-à-dire que vous avez à peu près 40% de malades en rémission, et donc 60% qui sont décédés. Donc ça, c'est la référence. Et quand on regarde les essais adjuvants, alors j'en ai mis un ici comme exemple, mais c'est toujours le même message, finalement, et uniquement par contrôle historique, puisque les cancers du sein HER2, c'est les seuls modèles où il n'y a pas d'études spécifiques pour évaluer l'apport de la chimio. Tous les essais de chimiothérapie historique, toutes les méta-analyses, c'est tout cancer confondu, pour lesquels on n'avait pas le statut HER2, et donc, par définition, le côté triple neg, ça n'existait pas. C'est un concept qui n'existait pas. Donc on reconstruit historiquement l'apport de la chimiothérapie, et je parle bien que de la chimiothérapie pour l'instant, avec cette espèce de comparaison historique. Donc vous voyez, on est 40% de survie à 10 ans, et quand on rajoute la chimio, donc c'est ce qui s'appelle la courbe d'observation dans l'étude ERA, puisque là l'étude ERA c'est chimio plus ou moins trastuzumab, 1 ou 2 ans, et en fait le bénéfice de la chimiothérapie il est là. Donc ce qui est intéressant, c'est que le bénéfice majeur des traitements médicaux du cancer du sein HER2, c'est la chimio. Avant toute chose. Et la chimiothérapie bien faite, on va y revenir. Et puis l'herceptine rajoute 7-8% à peu près. Donc c'est pas zéro. L'hormonothérapie fait pareil, le chimio fait plutôt moins dans les cancers luminaux par exemple. Donc tout ça peut justifier les AML. Mais maladie proliférante, plutôt chimiosensible, on rajoute un peu d'herceptine. La chimio c'est très bien, on rajoute un peu d'herceptine, c'est mieux. Et on verra ce qu'on fait sans la chimiothérapie dans un instant. Donc, sur la foi de toutes ces données historiques et de la caractérisation biologique de la maladie et des essais principaux, il y a une indication de chimiothérapie, et oui, associée au trastuzumab. Alors la question d'après, c'est quelle chimio? Et on va revenir aussi progressivement à la composante chimiothérapie de ces maladies-là. Et ce que vous allez voir quand on aura fini tout à l'heure, c'est que finalement, d'un truc qui était assez simple il y a encore 4-5 ans, HER2, je fais mon FEC taxotere, l'herceptine, au revoir et merci, c'est devenu un peu plus élaboré, on va dire, que ça. Les essais adjuvants principaux, je ne parle pas de l'essai français qui s'appelle PAC04, qui est le seul essai négatif, vive la France, avec l'herceptine, mais malade pas très bien sélectionné, pas beaucoup de patients, enfin bon, il y a un tas de défauts dans l'essai PAC04. ERA, qui est l'étude européenne, et BCRG, NSABP, NCCTG, qui sont les études nord-américaines. Donc ce qui est intéressant là, c'est que vous avez finalement les séquences de chimio, oui, qui sont illustrées là, et qui reposent, alors pour ERA essentiellement sur Sifexan, qu'on ne fait plus, le Sifexan, mais qui reste un assez bon schéma de chimiothérapie historique en tous les cas. Et puis pour les essais américains,
essentiellement des séquences anthracycline taxane, parce que dans l'historique du développement des chimiothérapies, on pourra faire ça une fois si vous voulez, c'est assez intéressant parce qu'on ne vous l'apprend jamais en fait. Finalement, les Américains, pour des raisons historiques, pour des raisons commerciales, BMS, Taxol, etc., ont développé des approches séquentielles de chimiothérapie. Donc vous avez 3 à 4 cures d'anthracycline plus en général de l'endoxan, suivi de 3 à 4 cures d'un taxane quelconque. Et puis le BCRG avait testé un schéma alternatif sans anthracycline, qui est du Taxol, du Taxotere et du carboplatine. Mais le message là est, la chimiothérapie de référence, essentiellement, c'est une chimiothérapie qui comporte des anthracyclines, et puis majoritairement des chimiothérapies séquentielles, anthracycline et taxane, qui ont montré aussi dans tous les autres modèles que c'était aussi bien, un peu moins cardiotoxique, un peu plus neurotoxique. Après ça, on fait notre choix. Alors, tout ça, ça a donné... Alors, on ne va pas détailler ça, c'est pas le propos. C'est l'ensemble, en fait, si vous voulez, des études qui ont... grandes études qui ont évalué, en fait, l'herceptine et puis un petit peu de l'apatinib, je vais y revenir, adjuvant dans les cancers du sein. Mais ce qui est intéressant là, c'est quand on regarde de près, en fait, vous avez des études qui sont négatives pour le bénéfice du trastuzumab ou du l'apatinib, soit parce que finalement la combinaison n'était pas la bonne, soit peut-être parce que finalement la chimiothérapie associée n'était pas tout à fait la bonne non plus. Donc on a des petits indices comme ça qui suggèrent que oui, il faut quand même une chimiothérapie minimale, encore une fois plutôt assez dosée en termes de nombre de cycles et bien composée en termes de séquences thérapeutiques. Et puis vous avez la contraposée qui est les situations où les études sont positives, essentiellement parce qu'elles sont bien menées, et tous ces éléments-là sont intéressants sur le plan historique. Donc ce qu'on a vu là, c'est qu'il fallait faire de la chimiothérapie, en tous les cas sur les modèles adjuvants. Et l'autre particularité du cancer du sein HER2 spécifiquement, c'est qu'il n'y a pas d'études néoadjuvantes véritablement qui posent la question de est-ce que faire le néoadjuvant avant, c'est mieux que de le faire après, jusqu'à l'étude Catherine, avec le Kadcyla, dont on va bien sûr reparler. Mais jusqu'à l'arrivée du Kadcyla, finalement, c'était on raisonnait par analogie avec les études néoadjuvantes historiques, qui disaient finalement qu'on le fasse avant ou après, ça ne change pas la survie à long terme, et puis on consomme un peu plus le sein, et tout le monde est content, les dames et ceux qui font des publications aussi. Et puis par-dessus ça, le trastuzumab, on a mis le trastuzumab un peu par analogie aussi, en se disant on fait le même schéma avant que ce qu'on fait après, et puis on garde la durée d'1 an. On verra aussi tout à l'heure un peu les questions de durée. Donc la question qui est venue après, et c'est pour discuter du pertuzumab néoadjuvant, c'est l'escalade. Alors l'escalade, il y a des modèles. Il y a des modèles bien sûr avec l'apatinib en particulier. L'apatinib dans une étude principale qui s'appelle ALTO, qui est elle-même basée sur une étude pilote qui s'appelle NeoAlto, qui était en situation néoadjuvante, que j'aurais pu vous mettre là, mais qui ne montrait pas grand-chose, si ce n'est que le l'apatinib n'était pas très utile et que la combinaison n'est pas très pertinente. Et ce qu'on voit dans les courbes de survie à long terme, c'est que les patientes qui n'ont que le l'apatinib, c'est la courbe grise ici, en fait, vont moins bien que les autres. Donc le message de ça, c'est de dire, si on fait quelque chose avec le blocage HER2, faisons au moins du trastuzumab. Et l'ajout du l'apatinib n'apporte rien. Et c'est comme ça que s'est positionné éventuellement le pertuzumab, grâce à l'étude Affinity, dont on peut penser ce qu'on veut. Moi, j'en pense pas beaucoup de bien. Que je trouve, et d'ailleurs, c'est bien pas pour rien qu'il n'y a pas d'AMM en fait en France pour le pertuzumab adjuvant, parce que sur toute la population globale, le bénéfice est quand même absolument marginal. On tire un petit quelque chose chez les patients TEN+, mais enfin, ça fait quand même traiter beaucoup de malades pour un argent considérable, pour un bénéfice qui reste un peu débattable. Donc, avec tout ça, et en particulier dans le contexte européen et français, vous mettez tout ça bout à bout, on arrive à ça, c'est-à-dire le schéma de référence du traitement médical du cancer du sein HER2+ opérable, c'est une séquence anthracycline taxane et du trastuzumab pour 1 an. Donc après, c'est chirurgie ou chimiothérapie plus trastuzumab néoadjuvant. Bon, on a fait du néoadjuvant, donc est-ce qu'on peut escalader le néoadjuvant? Donc escalader le néoadjuvant, c'est-à-dire il y a une seule étude véritablement qui répond à la question. Sur la place du pertuzumab, il faut bien voir que l'AMM a été donnée sur une étude de phase 2. Un néosphère, c'est une étude de phase 2 randomisée, qui avait pour but essentiel de regarder la réponse histologique complète, je vais y revenir aussi, et donc qui a montré que, oui, quand on fait Taxotere, Trastu, Pertu, on a un taux de réponse histologique complète de 45-46%. Tous les essais néoadjuvants du cancer du sein HER2 vous donnent 45-46% de réponse histologique complète, quoi que vous fassiez, à partir du moment où vous faites une chimiothérapie correcte, donc pas que du Taxotere, et du trastuzumab. Donc on peut débattre de ça aussi. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le reste, c'est-à-dire
la chimiothérapie insuffisante, donc Taxotere seul et H et Herceptine, fait moins bien, ce qui prouve bien que si on veut traiter comme il faut faire une bonne chimiothérapie, que le double blocage Herceptine, pertuzumab sans chimio, c'est médiocre en termes de réponse histologique complète, c'est pas zéro. 16%, bon, c'est mieux que les tumeurs luminales avec la chimio par exemple, mais c'est pas zéro. Et que Taxotere et pertuzumab, c'est moins bien que Taxotere et Herceptine, un peu moins bien. Donc ça contribue aussi à renforcer, si vous voulez, la vision qu'on peut avoir des schémas conventionnels minimaux de traitement médical de ces formes-là. Là où Néosphère a vraiment parasité les choses, c'est avec ces courbes de survie, parce que c'est pas fait pour ça. On est sur 100 malades, on a bien vu pour l'Herceptine adjuvant, il a fallu 13 000 malades au total pour définir définitivement la place de l'Herceptine en adjuvant. Et là, on s'est engouffré là-dedans en disant ouais, c'est absolument génial, il n'y a aucune étude confirmatoire, Affinity est plutôt négatif en fait globalement. Donc on est resté sur notre faim, et malgré tout ça, il y a des AMM qui ont été donnés pour le pertuzumab adjuvant. Donc vous avez compris, je ne suis pas un grand fan. Je pense qu'on s'est beaucoup leurré avec cette histoire-là. Dans nos données internes à Curie, le pertuzumab ne fait pas mieux. Si on traite des grosses tumeurs, en fait, ça fait près pareil. On gagne à peu près rien du tout. Donc on a tout ça en tête, et donc on fait un schéma ATT, anthracycline, taxane, trastu. Donc comment vous évaluez la réponse? Parce que vous traitez, on ne va pas trop parler de la tox, mais vous êtes chef là, bientôt, ou peut-être déjà certains, on vous donne cette malade à traiter, comment vous allez l'évaluer? IRM et sur la pièce opératoire. Alors, ouais, IRM, et tu n'as pas plus simple? Oui, sur mon palpe. Ouais, par exemple, tu veux l'examiner? Ouais. L'examen clinique, c'est fiable? Un peu, quand même. Un peu. C'est des révisions, le palpe de base. Ouais. C'est quoi la corrélation entre la réponse clinique et la réponse histo, à peu près? Tu as une idée? Grosso modo, 0,5. Donc c'est pas très très bon, en fait. Là où ça va pas, c'est quand ça progresse. Les malades qui répondent pas, cliniquement, ou qui sont stables, tu peux rien en dire, en fait. Parce que ça dépend beaucoup de la manière dont la tumeur se modifie sous traitement. Le ganglion est probablement un petit peu plus fiable. Bon, ça, c'est une image d'écho, très bien, peu importe. Mais l'IRM, on peut la faire. L'indication est fondée si on veut absolument faire un traitement conservateur et qu'on avait un doute au départ. Sinon, ça ne sert à rien de la refaire. Cette dame-là qui a une tumeur unifocale unicentrique, dans un sein assez volumineux, tu aurais pu faire un traitement conservateur dès le départ, c'est ce que suggérait Yulia, tu n'as pas besoin d'IRM. Sauf si tu as l'impression, par exemple, d'une réponse fragmentée. Il y a des patientes qui ont ça, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc tu as une tumeur unique et puis pouf, qui éclate. Du coup, tu te retrouves avec une dimension comme ça à la fin, alors que tu étais comme ça au début, et avec plein de petites tumeurs résiduelles. Donc là, ça peut être utile pour bien circonscrire, vérifier où tu vas opérer, etc. Mais en pratique, ce n'est pas absolument utile. Il faut au moins la mammo pré. Ah, tu fais le mammo, oui, tu fais bien sûr. Quoi, une imagerie minimum, là, je vous ai montré l'écho, mais voilà. L'imagerie, et puis la pathologie, absolument. Alors, pourquoi la pathologie? Parce que vous avez donc 1000 fois entendu parler de la PCR comme surrogate endpoint, critère intermédiaire d'efficacité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Il faut bien le comprendre. La réponse histologique complète, quelle que soit la manière dont on la définit, c'est-à-dire en gros, disparition de maladies infiltrantes dans le sein et disparition de maladies tout court dans les ganglions, parce que ce n'est pas in situ dans le ganglion, on est d'accord, dans le ganglion, est un outil d'évaluation au pronostic. C'est-à-dire que c'est ça qui nous dit, finalement, cette tumeur traitée comme ça est en fait une tumeur de bon pronostic. Et il y a une interprétation qui en a été faite, qui est de dire il faut absolument avoir une bonne PCR pour montrer que le traitement est efficace. Non, c'est le contraire. Si les patients ont une bonne PCR, c'est qu'ils ont une maladie plutôt de bon pronostic. C'est d'autant plus vrai chez les patientes qui sont récepteurs négatifs, donc les vrais HER2, entre guillemets, c'est-à-dire celles qui sont drivées que par HER2. Et là, vous voyez la différence. Donc ça, c'est la méta-analyse de Cortázar. C'est une méta-analyse importante parce que Patricia Cortázar, elle a bossé pour la FDA. Pourquoi pour la FDA? Parce que c'est au moment où, si vous voulez, le concept de néoadjuvant commençait à arriver à maturité, on voyait arriver les immunos, il y avait toutes ces questions autour de traitement HER2, des éventuelles nouvelles chimiothérapies et autres. Et donc il fallait trouver des critères qui ne nous faisaient pas attendre 10 ans une étude adjuvante, et puis une méta-analyse sur 4 études identiques, pour dire ouais, on va gagner 3%. Et donc la PCR, elle a été reconnue par la FDA comme critère potentiellement suffisant pour donner une AMM, sans attendre les études adjuvantes. C'est pour ça que ça a été fait. Donc pour les cancers du sein HER2 positif, RH-, il y a une vraie différence.
Pour les HER2+, RH+, la différence est moindre, probablement pour deux raisons. La première, c'est qu'intrinsèquement, c'est des malades qui répondent moins. La deuxième, c'est que probablement la PCR n'a pas la même signification clinique. Et que de même que dans les tumeurs luminales, la PCR est pas très prédictive du pronostic, si vous voulez. Alors dans les triple neg, c'est à l'opposé, c'est extrêmement prédictif. HER2, en fait, se dichotomise un peu entre les deux, entre les HER2 vrais, et puis les HER2, ou ce qu'on appelle les lumino-HER2, qui sont ces formes un peu frontières. Certaines tirent plus vers le cortège RH+, d'autres sont plus HER2, selon le comportement clinique, selon le niveau d'expression des récepteurs, selon le degré d'amplification d'HER2, selon le caractère hétérogène éventuel d'amplification d'HER2, et qui font que c'est aussi en fait un spectre un peu continu HER2, plus que ce qu'on pourrait penser, en tous les cas pour ces formes-là. Mais néanmoins, pardon, ça a été admis. Et donc, la différence existe là, hein, elle est moins marquée, mais elle existe quand même. Donc, on va l'utiliser. Alors, l'ANAPAT nous dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? 11 mm. Donc, cliniquement, je vous rappelle, c'était à peu près 2 cm au départ. Hein. C'est 16 ou 18 mm à l'IRM, si je me souviens bien. Grade 2, c'est un grade 3. C'est toujours un HER2 positif. Pas d'embol, on est R0, donc on est tranquille, hein, marge de 18 mm, donc là on est tranquille. Et 11 ganglions, dont certains avec de remaniement fibreux, qui est très important parce que c'est le témoin du fait qu'on d'abord on ne s'est pas trompé dans le curage, on a enlevé les bons ganglions, et qu'effectivement ils étaient envahis et qu'effectivement le traitement était efficace. Donc ça nous donne un résultat histopronostique, anatomopathologique, qui peut être soit selon le stade TNM pathologique, donc YP, Y après traitement néoadjuvant, et P pathologique, soit le score RCB. Le score RCB, vous savez tous ce que c'est ou pas? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Residual cancer burden, donc j'aurais pu mettre une diapo. Donc residual cancer burden, c'est en fait la dernière manière, enfin celle qui est en train de devenir universelle, d'évaluer la réponse histologique dans les cancers du sein, qui a l'avantage d'être totalement universelle, hein, et qui est admise à peu près par tous les labos d'ANAPAT du monde entier, et qui prend en compte la taille résiduelle, qui prend en compte l'in situ résiduel éventuellement, et qui prend en compte la taille des métastases ganglionnaires résiduelles. Un peu sur le modèle du GS, micro-bétail plus, si vous voulez, on applique un peu ce principe-là au RCB en disant, bah, s'il reste un petit peu dans le ganglion, c'est quand même mieux que s'il en reste beaucoup, plutôt que dichotomiser N plus N moins. Et donc ça vous donne un score qui est une variable continue, hein, qui est transformé en 3 classes, enfin 4 classes, 0, 1, 2, 3. Le RCB 0 étant la PCR. Le RCB1 étant la presque PCR, mais il y a une différence un peu entre les deux quand même. Les RCB1 vont un peu moins bien que les RCB0. Et ça c'est vrai en tous les cas pour les triple neg et pour les GR2. C'est pas vrai pour les tumeurs luminales. Donc cette patiente, elle a une bonne réponse, mais elle n'a pas une réponse complète. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc vous l'avez revu en consultation post-op, la cicatrice va bien. On va admettre qu'elle n'a pas de toxicité résiduelle de la chimio, elle est encore un peu fatiguée, elle a un peu mal dans les muscles, les cheveux c'est moyen, les ongles un peu noircis, mais enfin grosso modo ça va. Donc là vous allez devoir à la fois faire le bilan avec elle, madame c'est bien, mais, et lui construire la suite de son programme thérapeutique. Donc là-dedans vous allez retenir quoi? C'est pas exclusif. Hein. On va l'irradier, oui, absolument. Ouais. Et on peut continuer la chimio, mais on peut plutôt par TDM1. Plutôt par TDM1, ouais. Il y a d'autres propositions? Personne fait d'hormonothérapie? Elle est RH+. Hein. Aucune idée du bénéfice réel de l'hormono dans les tumeurs HER2. Hein. C'est un débat qui ne sera jamais tranché, puisqu'on ne le saura jamais. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas reprendre les 22 000 malades de la méta-analyse et les 22 000 blocs qui ont 40 ans pour voir si les malades étaient HER2 et quel groupe a bénéficié ou pas de l'hormono. Hein. Donc on le fait par défaut. Est-ce qu'on rajoute le pertu? Genre Affinity, N+. Théoriquement, hein, on n'a pas l'ALM en France encore une fois. Donc si vous le faites, vous le payez. Mais ça pourrait être un débat. Hein. On a 0 données. Donc effectivement, c'est autre. Alors, on fait l'hormono, on fait l'hormono quand on veut, on fait les rayons bientôt. On fait les rayons, Madame Kirova? J'ai une question. Ouais. Si tu peux revenir sur voilà.
Quel volume d'irradiation vous prenez? Elle a 52 ans. 52 ans après traitement néoadjuvant. Ici, il y a une information que si vous êtes aux États-Unis, il y a plein d'hôpitaux qui n'ont pas de cette information. Il faut demander exprès les amapathes. Ici, nous avons des remaniements fibreux visibles, ça veut dire que c'est une patiente qui a un plus. Voilà. À vous de jouer sur les volumes. Qui traite le sang? Déjà. Ok. Boost. On peut dire boost parce que traitement néoadjuvant, parce qu'elle était initialement avec une prolifération. On peut regarder aussi s'il y avait aussi des emboles, parce que c'est aussi un facteur de risque de récidive. Après, les ganglions. Hélène plus. On peut les arrondir même. Sauf, Je vais vous montrer après quelques diapos aussi sur le méta-analyse, mais N+, par principe, on gagne en termes de récidive loco-régionale, mais aussi on gagne en termes de survie 15%, survie à 15 ans. Même les meilleures études que Paul va vous citer après, parce qu'on va continuer avec Catherine et tout ça, 15% à 15 ans, on est bon. Hein? Non, mais les rayons, c'est bon. Quand c'est pas toxique, c'est bon. Et après, une autre question. Quels sont les volumes? Qui traite juste CMysus clave? Qui traite CMysus clave et sous-claviculaire? Et qui traite toutes les aires ganglionnaires? Allez. Pas d'axillaire, un curage. Pas d'axillaire, je suis d'accord. Elle a eu un curage. Bon, En ici, ganglion, on a elle a eu un vrai retenu, curage. s'il y a un envahissement parce qu'il fallait mettre quelque part, il n'y a pas d'évidence base, mais si il y a un envahissement massif, on a plus de 50% des ganglions envahis, ok, on peut. Mais sinon, s'il y a un curage, on va se limiter à la chaîne mammaire interne sur ce sous-claviculaire, voilà. Ça veut dire que si vous utilisez le niveau de Berg, vous avez niveau 2, 3, 4 et hyper, le radiothérapie. Et c'était côté gauche ou droite? Droite. Droite. Et l'autre question, c'est quand? Voilà, ça c'est la question qu'on va continuer à discuter, mais c'est voilà, quand? Donc quand? À quel moment donc elle a été opérée? Quand est-ce qu'on va l'irradier, cette femme? Débuter dans les 6 semaines post-op. Ouais. Ouais, c'est ça, t'es d'accord? Oui, on essaye de commencer entre 4 et 6 semaines après la chirurgie, surtout de ce type de malade, parce que pour nous, elle reste comme facteur du risque. Elle n'est pas en réponse complète, elle est relativement jeune, et l'âge est aussi un facteur du risque de récidive loco-régionale. Nous, ici, on les voit en général avant la fin de la chimiothérapie pour programmer la radiothérapie à 4-5 semaines. Mais après, il y a un deuxième camp. Il y a un deuxième? Quand? Est-ce que c'est avant de commencer le TD1, en même temps ou après? Et la troisième, j'ai répondu déjà. Bon, c'est difficile parce qu'on n'a pas d'études comparatives pour répondre à ça. Hein. Par contre, on a des données indirectes que je vais vous montrer, enfin des recommandations en fait. Donc, alors évidemment, donc ça maintenant vous avez entendu parler de la nouvelle AMM du TDM1 dans les cancers du sein HER2, donc qui est basée sur cette étude et cette étude seulement, qui s'appelle Catherine, qui avait très bien marché. Donc le TDM1, vous savez, anticorps reconjugué, je ne vous rappelle pas, ça c'est clair pour tout le monde. Donc premier de la classe. Donc Catherine, 1484 malades, donc c'était soit on continue le trastuzumab jusqu'à 14 injections, c'est-à-dire les 18 au total sur un an, soit on remplace ces 14 injections de trastuzumab, donc là, par le TDM1. Donc les patientes qui ont été incluses dans Catherine, pour bien vous remettre les choses en tête, donc c'est des malades opérables ou pas, donc en fait, vous voyez, c'est une présentation assez large, hein. Cette patiente, elle était T2, N1, N2, je ne sais pas très bien, mais en tous les cas, au moins T2, ou enfin, gros T1, petit T2, N1, au départ, hein, donc clinique. Donc elle rentre tout à fait là-dedans, RH+, très bien. Elle a eu des agents, du trastuzumab seul, comme vous voyez, la majeure partie des patientes de l'étude Catherine, hein, donc on est typiquement dans cette situation-là.
Et après chimiothérapie néoadjuvante, la moitié, grosso modo, était N0, ou enfin, bon, équivalent, et l'autre moitié était N+. Hein. Alors, dernière chose, donc ça c'est la présentation initiale, et la présentation au moment du début du TDM1, enfin de la randomisation. Alors, la présentation n'est pas simple dans Catherine, hein, quand on regarde le papier ou les données supplémentaires, c'est difficile de savoir exactement quel malade on a affaire. Le truc le plus clair, puisqu'en fait vous avez le détail de chaque catégorie TNM, donc pour la taille, donc PT, et le ganglion PN, et le seul regroupement qu'il y a qui en fait permettrait quand même, et c'est là où le RCB est intéressant, parce que le RCB donne une vision synthétique en fait de ce qu'est la réponse histologique, plutôt d'avoir ce décarcassé avec le P d'un côté, le T et le T d'un côté, le N de l'autre. Il y a quand même, vous voyez, 21-22% des patientes qui avaient une maladie minime, hein, c'est-à-dire en gros des T1AB N0. Qui sont, vous savez, il y a des discussions sans fin, on n'aura pas le temps là aujourd'hui, mais sur l'intérêt de traiter les patientes HER2 N0 avec des tumeurs de moins de 1 cm. Néanmoins, le but est atteint, c'est-à-dire que le TDM1 donné en remplacement du trastuzumab, c'est-à-dire en fait prolonger la chimiothérapie pendant 8 mois, c'est ça que ça veut dire en pratique. Hein. Vous gardez l'herceptine et vous rajoutez de la chimiothérapie pendant 8 mois. Bénéfique, puisqu'on gagne 10% à 3 ans de survie sans maladie invasive. Ce qui, je vous le rappelle, a été pas très différent de ce qu'on observait, on verra la survie globale un peu plus tard, je prends un petit peu tout encore, mais du bénéfice de l'herceptine à la phase adjuvante. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui change un peu l'affaire, manifestement. On verra dans 4-5 ans, quand on aura le suivi à long terme, si vraiment ça se transforme en survie globale. Hein. Mais c'est vraisemblable parce que ce qui est important aussi, c'est que ça réduit le taux de rechute en forme de métastase. Donc les rechutes à distance. Hein. À peu près, quasiment de la même proportion, donc 6-7%, ce qui est là aussi tout sauf négligeable cliniquement. Donc la prescription est assez justifiée. Et dernière chose, c'est toujours, vous connaissez ces forest plots, il n'y a pas une étude où c'est différent. Je cherche toujours l'étude où il y aura un forest plot qui nous apportera quelque chose. On n'a pas l'épée d'interaction, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Néanmoins, il ne se passe rien. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde l'âge, qu'on regarde opérable ou pas opérable initialement, le statut des récepteurs hormonaux, le fait d'avoir du trastuz seul ou en combinaison, le statut ganglionnaire à la fin, et puis les sous-catégories. On peut toujours un peu tirer dans les coins, mais enfin franchement, le message est que c'est extrêmement homogène. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a regardé un peu ce qui se passait à l'échelon national pour essayer d'évaluer finalement la quantité de patients que ça représentait par an en France. Et donc on a mené avec Roche une petite étude qui a en fait échantillonné les centres et les patients sur l'ensemble du territoire. Et ce qu'on montre, d'abord, c'est que finalement les patientes sont plutôt bien traitées, je vous passe les détails, donc elles reçoivent bien la chimiothérapie, elles reçoivent bien l'herceptine, elles sont opérées comme il faut, elles ont la radiothérapie. Il y a peut-être des petits défauts d'hormonaux, mais avec les questionnements que j'évoquais tout à l'heure. La PCR, ça reste, donc ça c'est ce qu'on appelle, vous savez, aujourd'hui les données de vie réelle. La PCR, ça reste pronostic. Hein. C'est-à-dire que les patientes qui ont une PCR après la chimiothérapie essentiellement bien conduite, anthracycline, taxane, trastu, vont mieux que celles qui n'ont pas de PCR. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est quand on regarde selon le statut des récepteurs hormonaux. Et c'est ce qu'on montre, ce que semblait montrer Cortázar un peu aussi, c'est que la confirmation de la valeur de la PCR chez les malades RH+, n'est pas si simple. Et donc il faudra au moment ou à un autre qu'on réfléchisse à comment réinterpréter Catherine, est-ce qu'on aura d'autres études, on verra bien. Et bref, en France, l'estimation, quand on regarde l'incidence des cancers du sein, la proportion de malades HER2, etc., en gros, ça fait à peu près 1000 patientes par an, 1200 patientes par an sur le territoire national. C'est pas zéro, hein, donc il va falloir assommer cette charge-là. Et donc l'HAS a étendu l'AMM du trastuzumab, donc ces maladies du TDM1, résiduelles invasives, le sein et ou les ganglions lymphatiques, puisque c'était les critères d'inclusion dans Catherine. Alors c'est très bien, mais vous savez le pression de Katsila ? Non. Je vois un non, là, franc et massif. Enfin, vous connaissez la dose ? Vous connaissez le rythme ? La voie d'administration ? C'est IV, bien parti, moins bien atterri. Toutes les 3 semaines, ça reste du trastuzumab, hein, à la base. Donc c'est toutes les 3 semaines. En fait, c'est un dosage pondéral, hein, comme l'herceptine en fait.
Donc 3,6 mg kilo. Donc c'est pas en mètre carré, c'est par kilo. Donc notez les poids de vos patientes. Il y a des fois, quand on refait les prescriptions, quand on prend les dossiers, les gens ont perdu 10 kilos, pris 10 kilos. Surtout après 4 à 6 mois de chimiothérapie, la prise de poids est un événement fréquent. Donc du coup, on sous-dose les patientes. C'est une perfusion, effectivement. Et on est censé surveiller les patientes 90 minutes après la première injection. Bon. L'autre truc qui est important, donc, c'est qu'on fait un bilan toutes les 3 semaines et on les suit comme ça régulièrement. Bon, très bien. Vous connaissez les, pardon, je vais trop vite, les effets secondaires du Kadcyla? C'est important parce qu'on va rajouter une chimiothérapie, la vétancine, pendant 8 mois. Donc c'est des patientes qui vont recevoir 1 an de chimio, ce qu'on ne faisait plus depuis des années quand même. Donc on a beau crier sur tous les toits que ouais, on fait des escalades thérapeutiques en oncologie mammaire, bof. En fait, là on rajoute de la chimio. Donc si on rajoute de la chimio, il faut connaître a fortiori les effets secondaires. Vous en avez une idée ou pas du tout? La thrombopénie un peu. Une tox cardiaque aussi, j'imagine. Cœur, mais pas plus en fait. Il n'y a pas de signal cardiaque additionnel, pas supérieur à celui de l'herceptine. Alors, ce qui est intéressant dans Catherine, c'est que d'abord 25% des patients dans le bras TDM1, vous voyez, donc plus que le trastu, ont au moins un événement de grade supérieur ou égal à 3. Donc le grade 3, ça commence à être gênant quand même pour les gens. Un événement sérieux, là 12%, et puis 18% des patients, en fait, sont obligés d'arrêter le traitement en cours de route. Donc ce n'est pas dénué de complications, et ce n'est pas dénué de complications telles qu'on ne mène pas le traitement à son terme, ce qui n'empêche pas de bénéfice, comme vous l'avez vu. C'est-à-dire qu'on acquiert un bénéfice qui probablement, comme souvent, est protracté. Et l'autre élément important, c'est il y a quelques effets qu'il faut connaître. Il y a les effets sur les transaminases, il y a peut-être les effets de majoration de la toxicité radique, il y a un peu de neuropathie qui arrive assez régulièrement. Ça, c'est les grades 2-3 que vous voyez là. Donc les grades 1, c'est 12%. Donc vous voyez, au total, ça fait quand même 15, 16, 17%. Donc c'est pas anodin compte tenu du nombre de malades qu'on va traiter. Un peu de myalgie. Bon, j'ai souligné les grades 2 et 3 parce que grade 2, c'est ce qui commence à être cliniquement significatif. Donc on traite cette patiente. Elle démarre son Kadcyla. Et après 4 cycles, on a ce bilan hépatique. Donc la première question, c'est quel grade de toxicité, ça? Genre, il y en a 1 sur 2 qui le sait pas. Mais nous non plus, je vous rassure, on est toujours obligé de vérifier. Du 2, c'est plus 3 fois la normale. Alors, qui a dit 2, qui a dit 3 et pourquoi? Entre 3 et 5 Ouais, absolument. C'est entre 3 et 5 Et c'est pareil pour les azates et les alates? Ouais, c'est pareil. Donc effectivement, grade 2, 3 cinquaines, grade 3, plus de cinquaine, jusqu'à vingtaine, à condition, enfin, par rapport à la baseline. D'accord, c'est qu'il faut toujours se méfier des patients qui ont des métastases hépatiques, on se donne une marge supplémentaire si les métastases entraînent des modifications du bilan hépatique. Okay, donc c'est 3 cinquaines fois la baseline si la baseline est anormale. Donc il faut se méfier un peu, enfin, toujours le rapporter, alors elle avait un bilan hépatique normal, d'accord, au départ. Je ne l'ai pas montré, mais... Donc cette patiente, elle a une toxicité de grade 2 au moins, portant essentiellement sur les transaminases. Donc qu'est-ce que vous faites? Une pause, pour que ça soit remis. Alors on peut faire une pause, oui, tout à fait, ça c'est sûr. Enfin, c'est même probablement obligatoire d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? L'imagerie, pas un peu. On fait l'imagerie, effectivement, j'ai oublié en réalisant les... Je me suis rendu compte en réalisant les diapos, c'est que j'ai oublié de mettre l'écho. Oui, l'imagerie, oui, tout à fait. Ça peut vous paraître trivial, mais c'est très important parce que c'est ce qui se passe au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous voyez ces malades, et au quotidien, les internes m'appellent en disant « Ah, 150 de transac, qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, vas-y, explique à la dame qu'il faut faire tout ça. On est censé avoir fait des sérologies virales, je vous rappelle, c'est obligatoire. On peut les revérifier. On a régulièrement des hépatites B silencieuses qui se réactivent au cours du chimio, ce serait banal. On va probablement réactiver avant, mais on ne sait jamais. Les toxiques, il faut quand même les regarder, comme d'habitude. L'alcool, tout ça. Bref, on refait l'interrogatoire toujours. Est-ce qu'on change le traitement? Non. Très bien. Alors si on ne change pas le traitement, qu'est-ce que vous faites? On fait une pause. Très bien. On a fait la pause. 6 semaines après, elle a ce bilan-là.
Donc on a fait à 3 semaines, ça ne bouge pas, on a fait à 6 semaines. Donc elle a ce bilan-là, elle a 126 de transa, je suis désolé, ma copie d'écran est moche, et 207 d'ALAT. Et il n'y avait rien au bilan étiologique. Hein? Et il n'y avait rien au bilan Évidemment. étiologique. Alors, il n'y a pas de piège débile. Non, non. Elle a un bilan rigoureusement normal, une écho, même pas de stéatose. D'accord. Il y a eu 4 injections, c'est ça? Elle a eu 4 injections. Donc, je pense qu'on est obligé d'arrêter. On est obligé d'arrêter, absolument. Il n'y a Mais pas de pour la choix. suite, c'est embêtant qu'elle a déjà été injectée. Donc on est obligé d'arrêter le 4 là. Tout à fait. Alors je vous ai remis les diapos en fait que j'ai repris de Catherine, en fait, des diapos qu'on avait quand on a fait la mise en place de l'étude à Curie, puisqu'on a participé à Catherine comme beaucoup de centres. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça vous montre en fait ce qu'on fait en pratique après. Sachant que les diapos là, elles viennent de ce qu'on appelle la brochure investigateur, où sont réunies toutes les informations concernant la toxicologie du médicament, tout ce qui est permis ou pas, tout ce qu'on sait ce qui est permis ou pas comme médication associée, et puis les conduites à tenir. Donc voilà, sur les traitements associés, bon, les CRL, bifosphonate et denosumab, on peut, pour ceux qui croient au denosumab adjuvant, bon voilà, mais il y a des pays qui le font. Et puis on continue à récupérer les informations, peu importe. Adjuvante radiothérapie. Donc ça, c'est pour répondre à Yulia ou à la question de tout à l'heure sur à quel moment on fait les rayons. Donc en fait, ça c'est normé aussi, c'est-à-dire que l'avantage d'un essai clinique, c'est que ça norme les conduites, et puis du coup, ça génère une connaissance qui est fiable, dans tous les cas sur lesquels on peut s'appuyer. Donc on fait le whole breath irradiation is required, on fait le bed boost parce que c'est le local policy, on l'a vu tout à l'heure, on fait le regional node ration therapy si elle est clinical T3 and or clinical N2N3, donc ça est recommanded sur T3 N0 or if there is residual disease in nodes. Alors tout dépend comment on interprète les choses. Là, est-ce que le remaniement fibreux c'est du residual disease, pas stricto sensu, en même temps ça veut dire qu'elle était quand même N+ au départ. Should be initiated within 60 days of surgery. Effectivement, les recours françaises, c'est plutôt 42 jours. Mais tous les essais internationaux s'adaptent au fait que l'accès à la radiothérapie n'est pas forcément le même dans le monde entier, et qu'il ne faut pas planter l'étude et pas planter les investigateurs et donner aux gens la possibilité de participer à l'innovation thérapeutique. C'est aussi une mesure d'équité. C'est bien malin qui montrait la différence entre 42 et 60 jours, franchement. Désolé, Julia. Non, non, moi je suis en train de réfléchir que dans le protocole Catherine, quand on a participé, c'était sous la discrétion de l'oncologue radiothérapeute, la radiothérapie en association ou non. Il y a beaucoup de centres qui ont commencé en même temps, certains qui ont fait après. Il y a un CRF qui ne sert pas vraiment parce qu'avec quelque chose qui doit être un peu aveugle, l'information n'est pas bien acquise. C'est justement pour ça que les pourcentages de pneumonie que tu n'as pas montré, mais qui nous gênent un peu, voilà, c'est quelque chose qui nous fait peur, d'où notre proposition de faire un observatoire national qui s'appelle RADICA, entre 5 centres qui recrutent beaucoup de cancers du sein, le faire en prospective, évaluer les effets secondaires, évaluer et comparer les techniques, parce que ça c'est quelque chose que le laboratoire met très en avant, mais quand nous on a posé les questions à San Antonio, est-ce qu'on peut mettre notre nez sur la radiothérapie, les volumes et les techniques, ils ont dit « Oh non, non, surtout dans le CRF, c'est pas bien décrit, vous ne pouvez pas trouver toutes ces informations. » D'où justement, c'est quelque chose, je suis d'accord avec les indications, c'est notre référentiel aussi, mais de l'autre côté, il marche très doucement sur ce sujet-là parce que les peu de données dans la littérature en pré-clinique sont les nôtres. Après, en clinique, c'est plutôt sur les métastases cérébrales où on a un peu plus de nécrose post-radique. Et en clinique, on a l'impression, il y a un papier justement qui est accepté dans American Journal of Clinical Oncology, dans les premières 16 malades selon cet AMM, on n'a aucune complication dans le jour. D'où justement, on ne sait pas. Evidence-based. On verra à long terme. Voilà, on va voir et si Roche accepte, on peut faire cet observatoire pour répondre à toutes les questions. Vous voyez, ce qui était souligné aussi, c'est qu'il était recommandé que la radiothérapie soit donnée de manière concomitante au traitement à l'étude. On a revu 4 fois, c'était sous la discrétion du radiothérapeute. L'idée quand même étant de dire, bon, vous pouvez faire 60 jours, mais quand même, traînez pas trop les gars.
D'accord, c'est qu'on ne peut pas non plus aussi après attaquer les gens parce que la radiothérapie est faite trop tard. Enfin, il y a toujours toutes ces notions-là. L'hormonothérapie, elle est toujours autorisée. Bon, elle est interdite, si on veut, chez Madère H-, mais c'est pas tellement la question. Mais donc on fait ce qu'on veut, et donc on peut le faire. Donc cette patiente, après, c'est une question d'habitude. Nous, on a l'habitude, mais c'est un peu gratuit de démarrer l'hormono après, pour des raisons de simplicité, mais c'est un débat. Hein. Et vous avez bien sûr toute la liste des médicaments qui sont interdits, et puis les interactions éventuelles avec les inhibiteurs du cytochrome 3 à 4. Hein. Les recommandations pour les modifications, et donc hépatotoxicité, c'est dose modification or discontinue treatment. Donc en fait, la raison, c'est qu'on a, et avec les paliers inférieurs de dose aussi qui sont indiqués. Donc on a en plus, si vous voulez, les recommandations pour adapter les doses et les baisser jusqu'au palier -2, et que si on doit baisser en dessous de 2,4, ben on arrête. Pour l'hépatotoxicité, en fait, là, ce qui nous a posé problème chez cette patiente, hein, vous l'avez vu, c'est la persistance. Hein, bon, elle a récupéré petit à petit, mais ça a été assez long quand même, hein, son bilan hépatique. Et l'autre nuance qui est là, vous voyez, c'est que les alates et les azates ne sont pas considérés tout à fait de la même manière. Hein. C'est-à-dire que alate, on regarde grade 2-3, et azate, on regarde surtout grade 3-4. Bon, petite nuance sur le rôle respectif des transaminases. Voilà. Donc, on n'était pas un grade 4, hein, c'est certain. Donc peut-être qu'on a été un petit peu excessif dans la précaution par rapport à ça, mais le fait est que les réactions hépatiques sous Klebsiella, c'est très fréquent en fait. Hein. On en observe beaucoup. Donc du coup, on garde une certaine prudence. Hein. Ça, c'est le reste pour la bili. Et puis les autres choses, donc Julia parlait de l'ILD, hein, l'interstitial lung disease, qui est maintenant un truc récurrent, maintenant qu'on sait bien le voir, le diagnostiquer sur beaucoup de traitements. Alors tous les anticorps reconjugués, hein, le Govitecan ça fait ça, le Deruxtecan ça fait ça, hein, c'est souvent un des problèmes qui va limiter l'emploi de ces médicaments. La neuropathie et puis les réactions cutanées soit radiques, soit particulières au Klebsiella, ça on commence à l'observer de manière récurrente. Hein. Des espèces de petites formations angiomateuses ou pseudo-angiomateuses, ça c'est une dame là, qui est sous Klebsiella adjuvant, qui est en cours, une jeune femme, ça a poussé en 6 semaines. Hein. Angiome, donc dans la tour on voit, peut-être qu'on va l'enlever pour avoir une histo, je ne sais pas très bien, mais bon, c'est pas très joliment placé, donc il fait une cicatrice, en plus elle a une moche cicatrice de Pâques, bon, on verra bien. Mais c'est surprenant, on n'a pas du tout, enfin, moi j'ai pas d'hypothèse physiopathologique là-dessus, est-ce que ça interagit avec l'endothélium, je ne sais pas très bien. C'est le sein contralatéral, ça? Ça c'est le sein contralatéral, absolument. Oui, tout à fait, c'est la toxicité cutanée directe, et la localisation de ces angiomes est totalement aléatoire, ça peut être partout sur le corps. J'en ai pas vu sur le visage par contre. Pardon? Cette fois, on n'a pas pu le mettre sur le dos de la radiothérapie. Eh ben non, ça c'est purement médicamenteux. Voilà. Et avec des présentations cliniques, vous voyez, un petit peu variables, là c'est plutôt un peu d'esquoiement, et la peau un peu comme ça hyperkératosique, qu'on observe aussi régulièrement. Donc voilà pour... Il est branché en fait? Ouais, d'accord, je me demandais si... Non, c'est bon, connecté, c'est bon. Voilà pour le cas numéro 1. Donc adjuvant, néoadjuvant, plutôt néoadjuvant, le pertu, on peut discuter 107 ans, et la place du TDM1 en fonction de la réponse histologique complète. Ok pour ce cas-là? Juste, et sinon, Pardon. pour le cas d'avant, quand on parlait du Klebsiella et de l'arrêt par rapport à la toxicité hépatique, Ouais. il y a un moment, Hugo, quand il a répondu à la question, il a dit qu'elle a eu ses 4 injections. Ta question, c'est pourquoi on... Ah oui, Tout à l'heure, je parlais des 4 injections, j'ai pas bien compris. Je pense pas qu'il y avait de signification particulière. Elle a eu 4 injections et c'est venu assez tôt. 4 injections, on peut arrêter. Non, tu n'as aucune donnée qui suggère que 4 injections suffisent. Hein, aucune. C'est juste qu'elle est encore grade 2. Donc Elle est encore grade 2, tu vois, sans aucun mouvement des transaminases 6 semaines après. Merci. Et du coup, on a arrêté. Et là, je pense que c'est 6 semaines, et si 6 semaines ça passe pas. En fait, on fait 2 fois de suite, ouais. Tu vois. Elle aurait baissé, elle serait revenue à un grade 1. Même une des 2 transas serait revenue à un grade 1, probablement on aurait continué. En tout cas, on l'aurait sûrement rechallengé et on aurait bien vu ce qui se passe. Tu vois. Moi, j'ai une question. Surtout que j'ai pas d'écran en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a un essai prévu comme on a fait aussi pour l'herceptine, une année versus une année, Non. 6 mois Avec versus le Klebsiella? une année? Avec Klebsiella, Non. par exemple, 4 versus suicide? Parce que Pas à ma probablement, connaissance. si on a la même efficacité, c'est pas la peine de Je pense que j'étais continuer loin, jusqu'à je suis 8. désolé. Pas à ma connaissance et je ne crois pas du tout que ça rentre dans le plan de Roche. Je ne suis même pas sûr que quelqu'un a envie de poser la question parce que
Il faudra tellement de malades pour mettre en évidence une différence comme ça, si tu veux, que... Et puis il y aura peut-être d'autres options qui arriveront d'ici là. Il y aura toujours des questions sur la désescalade. Effectivement, le déruxtécan, comment il va se positionner à la phase précoce, on ne sait pas encore très bien. Bon. Alors, cas numéro 2. Voilà l'histoire. Vous en pensez quoi de ça? La dame, elle est un peu obèse, elle a un peu le cœur à genoux, elle a un peu l'apnée du sommeil appareillée. Hein. C'est ça le terrain cardiovasculaire. D'accord? Et puis des seins, vous voyez, que certains qualifient de généreux et déshabités. Histoire d'être pénible. Donc ça, RCC et RML, tout le monde sait ce que ça veut dire sur une mammo? Vous battez pas. Hein. Crânio-caudal, ouais. Right. Et M médiolatéral, donc c'est le profil. D'accord. Donc elle est située où, sa tumeur? Vous avez le schéma. Hein. Okay. C'est effectivement le cadran externe, parce que par convention, les images crânio-caudales, on met l'externe en haut, hein, et supérieur. D'accord. Donc ça colle bien. Donc ça, c'est l'opacité spiculée. Donc c'est une image dans un sein déshabité, donc c'est une image ACR5. Hein. Bon. Et c'est un petit machin palpable qui fait à peu près 2 cm. Elle n'a pas de ganglion palpable. On ne voit pas le creux axillaire ici. Je ne vous ai pas mis l'image médio-latérale avec les rangements axillaires. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Texera, exactement. Il n'est pas disponible. Il n'est pas là, donc en attendant qu'il vienne, et pour pas qu'il t'engueule, tu fais la biopsie, on est d'accord. Hein. Bon alors maintenant, vous allez faire un peu d'anapathe. Ça calme un peu. Hein. Vu que c'est le thème HR2, non 2 croix, je veux dire. Ah. Alors, vous brûlez les étapes. Ça, c'est quoi, ça? C'est de la glande. C'est de la glande normale, ça? Non, pas du tout. C'est des grosses travées avec des cellules tout à fait irrégulières qui ont complètement désorganisé la structure. Il n'y a plus un tubule de visible. Donc ça, c'est un cancer trabéculaire, voire massif. D'accord? Ça, effectivement, je vous ai mis quand même la légende parce que sinon, c'est quand même pas cool. Mais HER2, ouais. Comment on fait la détection d'HER2 en immuno? Bon, c'est un anticorps. Il y en a plusieurs sur le marché. Il y en a 2 principaux, le Daco et le Ventana. Entre 2 épitopes différents. Mais tout ça est bien normé. Et donc, ça détecte la fixation, elle est essentiellement membranaire. D'accord? Donc, ce que vous voyez là, c'est les cellules tumorales très irrégulières, comme vous voyez, hein, avec des noyaux aussi très irréguliers, assez monstrueux. Et puis un marquage complet, circonférentiel, intense, sur la quasi-totalité des cellules. C'est ce qu'on appelle, nous, les images en maille de filet, si vous voulez, comme ça. Enfin, donc, c'est un HR2 3 croix, en immuno, d'accord? Et ça, j'aurais pu ne rien mettre et vous laisser réfléchir entre les récepteurs hormonaux et le Ki67. Bon, il se trouve que c'est le Ki67. Donc, qu'est-ce qui vous manque là-dessus? Les récepteurs hormonaux. Je ne vous les ai pas mis parce que c'est totalement négatif. D'accord. Donc, Ici, encore quelque chose. Tu as encore quelque chose? Oui, vas-y, raconte. La cytoponction, s'il y a un ganglion. Ah, elle n'a pas de ganglion. Elle est N0 clinique, N0 radiologique. Et radiologique aussi. Donc, le compte-rendu d'histo. Alors, ça s'appelle maintenant carcinome infiltrant TNS. TNS. Non spécifique. Ouais, de type non spécifique, absolument. Le canalaire n'existe plus. Hein. Le lobulaire a survécu. Et les formes rares, donc métaplasiques, adénoïdes kystiques, etc. Tubuleux, médulaires, enfin bon. Dont beaucoup sont triple leg d'ailleurs. Et puis le canalaire infiltrant, notre bon vieux canalaire infiltrant, le ductal infiltrating carcinoma, a disparu au profit de ce truc-là, TNS, donc qui est le fourre-tout majoritaire, qui regroupe tout ce qui n'est pas spécifique en fait. Donc c'est l'image d'avant, hein. C'est en gros les grosses travées de cellules cancéreuses. Le gras, la différenciation non de mitose, les emboles, le carcinome in situ associé, l'infiltrat, les lymphocytes, la nécrose, très bien. Et puis elle est effectivement RE0, RP0, c'est pour ça que je ne vais pas montrer des lames blanches, pas un intérêt fantastique. Et elle est bien HR2 3 croix, alors 80% quand on voit probablement la totalité de la pièce, hein, on est d'accord. Et un indice de Ki67 élevé. Alors sachant que pour les HR2 c'est peu décisionnel, mais enfin ça vous montre au moins à quoi ressemble le Ki67. Hein.
C'est un marquage nucléaire. 67, hein, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais pu poser une autre question avant, c'est est-ce que vous faites un bilan d'extension? Et si oui, lequel? Ouais, absolument. T1 N0. À la limite, petit T2, bon, enfin T1 N0, ouais. Donc normalement, on ne fait pas de bilan d'extension. Hein, tout à fait. Qui n'est pas pareil que le bilan pré-thérapeutique. Hein. On a vu le cœur à genoux, tout ça. Bon. Après, tout le monde fait un bilan d'extension quand même, en disant si jamais, mais les recommandations de l'INCA et de notre référentiel, pour l'instant encore en vigueur, c'est pas de bilan d'extension. Elle serait N+, on en ferait un, a priori N0. Donc chimio première, chirurgie, mono, enfin je vous ai mis la même diapo que tout à l'heure en fait. C'est un peu le même débat, mais là on peut tout permettre de faire la chirurgie longuée. Voilà, donc en fait, exactement, je vous ai remis du coup les critères d'inclusion de néosphère, là, qui est l'étude principale néoadjuvante avec le pertu, mais qui en fait sont sensiblement les mêmes pour la quasi-totalité des études néoadjuvantes. C'est schématiquement plus de 2 cm et ou N+. Hein. Les localement avancés, les inflammatoires évidemment. Donc cette patiente, elle n'est pas stricto sensu, elle n'a pas d'indication, je vais aller trop vite du coup, à un traitement néoadjuvant. Donc vous avez vu, c'est une petite tumeur dans un sein qui est assez volumineux pour qu'on pense avoir une marge de sécurité suffisante. On fait un traitement conservateur, on fait un GS, ganglion sentinelle, puisqu'elle est cliniquement et radiologiquement N0. Donc la napate est tout à fait stable. Hein, c'est un cancer, donc T1 quoi d'ailleurs? J'ai écrit. T1C. Elle a de l'in situ un peu, qui arrive au contact de la limite d'exérèse chirurgicale. Hein, la biopsie initiale peut tout à fait passer à côté, bien sûr. Hein. Elle a des micrométas sur un des deux ganglions individualisés. Donc elle est PT1C N1MI sur le sentinelle, et avec de l'in situ qui arrive au contact de la limite d'exérèse chirurgicale. Ok? Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Une reprise Ouais, une reprise. De quoi? de la berge supérieure. De la berge atteinte, tout à fait. Tu es sûr qu'elle n'est pas en limite de glande? Oh là là. Il faut voir sur la tête si c'est la peau ou pas. Mais Donc la question mérite d'être posée. C'est un peu vache, mais c'est possible. Limite de glande. Super extension. Mais il y a plein d'in Heureusement qu'il y a situ, pas de il y a chirurgien. plus d'in situ que prévu. L'in situ, on peut le voir, mais on ne le voit pas toujours. Est-ce qu'il ne faut pas faire une mastectomie, vous êtes sûr? Non, il n'y a pas d'indication a priori, on est d'accord. Radiothérapie, on en a déjà parlé. Et puis on va parler des traitements médicaux dans un instant. Alors je vous ai mis là un petit screenshot de notre référentiel en fait, hein, sur les indications de reprise. Donc quand il y a du carcinome intracanalaire. Donc la marge suffisante, définie comme suffisante aujourd'hui en tous les cas, même si on franchit régulièrement nos propres règles, c'est une marge de 2 mm. Hein, pour l'infiltrant, c'est 1 mm. Et puis si la marge est insuffisante, bah oui, c'est réexcision et obtention de marge satisfaisante. D'accord? Bon, elle n'a pas été reprise, bon, voilà, peu importe, mais elle a une indication théorique de reprise. Parce que c'est au grade aussi. Qui est un élément supplémentaire. D'accord. Alors, est-ce qu'on fait une chimiothérapie? Est-ce qu'on fait du trastuzumab? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vous ai fait un petit rappel de son terrain. Elle est arythmique, elle est HTA. Bon, tout ça est équilibré. Disons qu'elle a une FEVG qui est normale, je crois. Et puis elle a l'apnée du sommeil. Donc suite à la discussion de tout à l'heure, d'abord, est-ce que vous pensez devoir lui proposer une chimiothérapie et de l'herceptine? Et si oui, quoi? C'est absolument concret, hein. C'est les décisions que vous devrez prendre. Vous discutez au staff le lendemain de votre arrivée dans le service comme chef. Théoriquement, il faut proposer anthracycline, taxane, trastuzumab. Oui. Dans 6 mois, 1 an. 6 mois se négocie avec les études. Tu parles de la durée du trastu. Oui, on va y venir.
on n'aura pas trop de remords à l'arrêter, c'est pas trop tox. Donc tout le monde est d'accord avec cette proposition? Bon, effectivement, on pourrait dire qu'au départ, c'est ça qu'il faut faire. En tous les cas, c'est vrai sur le papier. Donc la question qui vient, que tu as en partie abordée, c'est celle-ci. C'est-à-dire, est-ce que, à votre avis, chez cette dame qui n'est plus si jeune et qui a un terrain sous-jacent à une maladie pas si grave, mais pas non plus totalement bénigne, est-ce qu'il y a moyen ou est-ce qu'il faut désescalader son traitement? Le problème, c'est le N1. Elle est MI. Non, elle n'est pas énorme. Elle est N1 MI. Mais en soi, dans les T1C, on peut se passer des anthracyclines. Continue, va au bout de ta pensée. Et on peut, selon le schéma Tolanet, Tolanet. Voilà Madame Tolanet. Sarah de son prénom. Va au bout, continue. et donc on peut faire du Taxol trace-tube. Tolanet, c'est moins de 2 cm. Les critères d'inclusion dans Tolanet, donc vous savez que Sarah Tolanet, elle a quand même fait quelque chose de génial, c'est qu'elle a inventé les essais néoadjuvants non randomisés. Alors que vous avez vu, on a discuté tout à l'heure des années de travail qu'il a fallu pour valider la chimio, puis valider les herceptines, on passe l'hormono et tout le machin. Et donc là, on change totalement de paradigme. On se dit, on va inventer des méthodes qui permettent d'aller plus vite, inclure moins de malades, et d'éventuellement essayer de changer les pratiques avec ça. Et donc, ce qu'elle a proposé, donc APT, c'est-à-dire adjuvant paclitaxel trastuzumab, pour des tumeurs qui étaient dans les critères d'inclusion initialement N0 et moins de 3 cm, quels que soient les récepteurs. Quand on regarde la population incluse, c'est essentiellement des RH+, c'est beaucoup de tumeurs T1 et très majoritairement des tumeurs N0. Donc, est-ce qu'à ton avis, cette dame, elle rentre dans l'indication du Tolanet? Ça peut vous paraître des trucs de cruciverbistes, hein, mais au SAF, c'est que toutes les semaines, on a les mêmes discussions. Donc ça veut dire que les questions cliniques réelles, au moment où il faut appliquer la décision, se posent. Les N1 ont été considérés comme N0 guéris par l'IGS. Non. Il y a eu un amendement qui a autorisé les MI à la fin de l'étude. Donc en fait, les 1,5% ici, c'est la queue de comète des inclusions des malades MI qui ont été mises à la fin. Mais pas les N1, mais les MI ont été autorisés à la fin de l'étude. Ça, c'est la publication finale, hein, donc, puisque ça a été publié plusieurs fois, et qui vous montre qu'en fait, vous avez une survie sans récidive, hein, sans événement, qui est très satisfaisante. Alors, malgré tout, elle décroît petit à petit. Les deux courbes ici, c'est selon qu'on est RH+, et RH-. Donc, les RH-, finissent par décrocher un tout petit peu là. Néanmoins, vous êtes à 93% de survie sans maladie à 7 ans, c'est mieux que Affinity. Hein. D'accord ? C'est mieux qu'avec le Pertu, quoi. Donc, ça reste un schéma qui est valide, qui est pratique, qui n'est pas très toxique, mais par contre, qui a une indication limite pour cette malade-là, compte tenu de son statut MI et de la très faible documentation qu'on a chez les malades MI, si on considère que le MI est cliniquement pertinent. Effectivement, on a tendance à la reclasser dans les N0 maintenant. Hein. Donc, il y a une autre étude que vous connaissez moins, qui a été faite par M. Jones, qui est à peu près la même chose, mais là, il y avait 20% de malades qui étaient N1 jusqu'à 3 ganglions et sans beaucoup de MI. La différence de Jones, c'est le même principe. Sauf que lui, il a remplacé le paclitaxel par une chimiothérapie peut-être un peu mieux, qui est du docetaxel et de l'endoxan. 4 cures. Donc schéma court, hein, c'est pas 6 mois, enfin 4 ou 6 mois de chimio, c'est 4 cures, 3 mois. Pas de trop grosses doses de taxotère, donc le risque septique, les cheveux, la neuropathie, les toxicité inguéale, ça va à peu près. Et puis l'herceptine pendant 1 an. Et donc vous avez la survie sans maladie, la survie globale. Il faudrait que je revérifie s'il y a la 2013, s'il y a une publication actualisée de l'étude. Mais néanmoins, c'est une alternative. Et donc cette dame, en fait, elle a reçu du TC. TC au sens taxotère endoxan et de l'herceptine. OK ? Il y a une autre proposition que vous auriez pu faire. Laquelle? Celle-ci. D'accord? Madame Tolanet, toujours, il n'y a pas d'AMM, hein, qui est le TDM1, en monothérapie. En se disant, on a vu tout à l'heure, le TDM1, ça marche vachement bien. Et est-ce qu'on peut faire
Un truc à 4 cures pour répondre à la question de Hugo tout à l'heure. Hein. Ben, peut-être, sauf que je ne suis même pas sûr qu'il y aura une AMM un jour pour ça, mais enfin vous voyez que, et ça c'est quasiment exclusivement des malades N0, si je me souviens bien, là non plus à 3 ans, bon, il ne se passe pas grand-chose avec du TDNA en monothérapie sur un schéma court. Okay. Donc vous voyez, ça nous donne des alternatives possibles, mais sincèrement le Taxol ou le Taxol endoxan, ça se passe très très bien, y compris à des âges très avancés. Hein. On n'a pas de limite. Donc ça c'est pour la chimio. Donc on a dans cette situation de malade T1C N1 MI avec un terrain cardiovasculaire, les éléments suffisants pour lui proposer un schéma sans anthracycline, qui sont quand même beaucoup plus cardiotoxiques que le trastuzumab, sans lui faire perdre de chance apparemment, mais en la traitant. L'autre question que tu avais abordée, c'est la durée du trastu. Donc la durée du trastu, la voilà. Donc il y a l'étude française qui s'appelle phare, là, qu'avait fait Xavier Pivot. Donc on est nombreux à avoir participé à phare, hein, c'est 3200 malades, et pas beaucoup d'études françaises quand même, à 3200 malades. Donc vous avez sûrement déjà vu cette présentation. phare, c'est une étude compliquée parce que c'est une étude de non-infériorité. Donc en fait, il fallait que l'intervalle de confiance ne sorte pas de la borne fixée pour dire c'est non-inférieur. Enfin, ça n'est pas non-inférieur. Donc bref, la non-infériorité, elle n'est pas démontrée. Même si, bon, on voit bien que les malades 6 mois, il y a un petit mouvement qui n'est pas forcément durable. En survie globale, c'est quand même assez difficile de montrer la moindre différence. Bon, donc on pense bien qu'il n'y a pas une différence majeure entre 6 et 12 mois. On a toujours du mal à comprendre finalement quelles sont les patientes qui ne pourraient bénéficier que de 6 mois. C'est d'autant que pareil, hein, quand on revoit, toujours pareil, le forest plot, il ne se passe rien, donc on n'en tire absolument aucune information. Et quand on regarde, quand on essaie de disséquer un petit peu, si vous voulez, les événements en se disant peut-être qu'avec 6 mois, il y a un petit peu plus de rechutes à distance, mais alors lesquelles sont vraiment à risque. Là, il y a un petit peu plus de cancer secondaire, mais qu'est-ce que c'est que ce 1% de différence? Est-ce que ça a la moindre signification vu le très faible nombre d'événements? Les rechutes locales, c'est exactement la même chose. Donc c'est très difficile de mettre en évidence quoi que ce soit entre 6 et 12 mois. Néanmoins, sur le plan statistique, l'étude n'a pas atteint son objectif. Je vous ai le voir dans un instant. Et donc, il y a Perséphone, que vous connaissez moins en général, qui a eu 4 ou 5 études de désescalade, ça c'est les deux principales, qui est l'étude britannique, Perséphone. L'Horizon fait fort aussi, 4000 malades. Vous savez, à la britannique, c'est-à-dire qu'ils sont souvent assez bien disciplinés, contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus que nous. Et il y a toujours un objectif économique derrière. C'est-à-dire que le NHS, donc la Sécu, si vous voulez, schématiquement britannique, cherche l'argent plus encore que nous. Mais pourquoi pas? Surtout que c'était avant l'ère des biosimilaires, donc c'était très cher tout ça. Donc chimiothérapie, on fait l'herceptine 6 mois, 12 mois. Quality of life, health economics, d'accord? Bon, Perséphone, c'est ça. Donc il y a plein de limites dans l'analyse, néanmoins, il n'y a pas de différence. Donc 0,4% à 4 ans à partir du diagnostic, hazard ratio 1,07 entre 6 mois et 12 mois. Et la petite subtilité entre phare et Perséphone, et donc c'est là que ça fait pousser des débats sans fin au staff, c'est oui, mais phare, finalement, la borne qui était fixée, c'est 1,15. Mais on a franchi le 1,15, donc du coup, on n'est pas non inférieur. Et ces salauds d'anglais, ils avaient mis la borne à 1,25 et la borne supérieure de l'intervalle de confiance, c'est 1,24. Donc ce que vous remarquez, c'est que le hazard ratio et l'intervalle de confiance sont exactement les mêmes. C'est assez rigolo quand même. Mais qu'en fait, il suffit de bouger un petit peu votre critère stat, et puis l'étude devient positive ou négative. C'est assez marrant comme modèle, en fait, où la méthodologie change le résultat. Je ne sais pas du tout si les Britanniques sont passés à 6 mois pour tout le monde, sincèrement. Je ne suis pas sûr du tout. Mais ça nous laisse le loisir, même si on n'a pas identifié les patientes qui sont susceptibles de n'en recevoir que 6 mois, d'arrêter le trastuzumab précocement quand il y a une toxicité. En se disant quand même, grosso modo, on fait perdre très 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 peu de chance aux patientes. En revanche, s'il y a une altération durable de la fonction cardiaque, ce qui est rare mais qui arrive, du coup, le bénéfice-risque pour le coup s'inverse. Tout à l'heure, on a prescrit le cas de SILA, mais vous savez prescrire l'herceptine? Je ne vous ai pas fait l'injure de vous demander pour la chimio quand même. J'aurais pu. Comment on prescrit l'herceptine? Enfin, le trastuzumab, parce que maintenant il y a des biosimilaires, Erzuma et compagnie.
par exemple. Toujours SOCUT? Ouais. SOCUT, ça repose sur une étude et une seule, hein, qui s'appelle ANA. Il y a des études sous-cutanées qui sont des études de préférence, donc très biaisées, parce que menées chez des patients qui n'ont pas de cathéter. Donc quand on n'a pas de cathéter, l'herceptine intraveineuse, c'est plus lourdingue que l'herceptine sous-cutanée. Donc comment rendre une étude positive avec des critères d'inclusion merdiques? Donc pas les stats, là, c'est juste la méthodologie qui est nulle, enfin malhonnête en fait. Mais ANA est plutôt une étude bien faite, qui est une étude néoadjuvante au départ, hein. Puisqu'il fallait aller vite, on utilise le modèle néoadjuvant, la PCR, comme on l'a vu tout à l'heure, et je randomise chimio-conventionnel, herceptine hiver, herceptine sous-cut. Même PCR. Donc ça, c'est les publications initiales d'ANA, avec les données pharmaco, qui vous montrent que très vite, en fait, l'herceptine sous-cutanée a le même steady state, et pas de cumul d'ailleurs non plus, que l'herceptine intraveineuse. Et là, c'est les données à 4 ans, 6 ans maintenant, vous voyez, de ANA, donc récemment republiées. Donc sous-cut et IV, c'est pareil, donc ça c'est la survie sans événement, la survie globale, il n'y a aucune différence. Selon survie sans événement selon PCR, non PCR, et survie globale, PCR, non PCR. Okay. Donc on est fondé à utiliser la sous-cutanée, sachant que c'est une étude qui est limitée, hein, c'est 400 et quelques malades, vous voyez. Bon, néanmoins, sur le critère principal, ça c'est les critères secondaires, hein, le critère principal qui était la PCR, c'est équivalent. Et donc on est fondé effectivement à utiliser une sous-cutanée. Nous on le fait beaucoup et on le fait à domicile. Hein. Ça permet de vider l'hôpital le jour, les gens sont chez eux, ou le samedi matin, très pratique, quand les hôpitaux de jour peuvent ouvrir le samedi matin en dehors du Covid. Donc cette patiente, on a désescaladé. La chimio, pas l'herceptine. Troisième histoire. Je vais pas me faire prendre un diapo. Histoire de varier les plaisirs des yeux. Alors elle est encore plus âgée, elle a 82 ans, mais par contre elle est en pleine forme. Elle a un encodage à 15. Alors, aucun médicament, autonome, tout va bien. Tati Daniel en pleine forme. Elle se présente avec ça. Ok? Elle a eu un TEP scan parce que c'est une grosse tumeur. Donc c'est légitime de lui faire un PET scan. Son PET scan, évidemment, est négatif en dehors de la tumeur que vous voyez là. Il n'y a pas de ganglion malade. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle a 82 ans. Hein. La biopsie nous dit que c'est un cancer HER2 positif, évidemment. Non, c'est pas drôle. Vous l'opérez, vous faites de la chimio, vous faites du pertu. On fait pareil qu'au cadavre. On peut, on n'est pas obligé. Cette dame, elle ne voulait pas de chimio au départ. Donc on s'est dit, on va l'opérer. Donc elle était mastectomisée. La mastectomie nous dit, c'est un cancer lobulaire infiltrant de type pléiomorphe. En fait, je ne vous l'ai pas dit sur la biopsie pour vous piéger un peu, mais cancer lobulaire, ça ne répond pas très bien à la chimiothérapie, même quand c'est des cancers du sein HER2. Et ces 4-5% des cancers lobulaires sont pléiomorphes, et parmi ceux-ci, donc sont une caractéristique, un sous-type plus agressif, qui peuvent être associés à des altérations d'HER2 de deux types, qui sont soit des amplifications, soit des mutations. Les mutations, on ne les recherche pas en pratique. Il y a des mutations activatrices d'HER2. On ne sait pas encore très bien comment les traiter. Prenons plutôt avec des TKI qu'avec des anticorps. Néanmoins, elle est grade 3, RH+, HER2, 2 croix en fait. Et HER2, 2 croix, donc on fait une fiche. Et la fiche nous dit, on a eu 50 cellules, nombre de moyens de signaux 7,5 par R2, centromère 2,4 et ratio 3,1. Qu'est-ce que vous en concluez de cette fiche? Demande un avis. Pardon? Demande un avis. Tu demandes un avis. Manque de bol, t'es le seul interne, les chefs sont tous partis, les anapathes sont en congrès à Pétaouchnok. Tu demandes un avis au bouquin, quand tu ne sais pas. Donc, les critères de positivité d'HER2. Quand on est 2 croix. Donc 3 croix, on l'a vu tout à l'heure. Alors le seuil 3 croix, vous savez, il a été abaissé. Hein, au départ, c'était 30% des cellules, il est abaissé à 10%. C'est assez légitime parce que il y a beaucoup de raisons de penser que la chimio et l'herceptine sont bénéfiques même pour des petites tumeurs HER2 amplifiées, soit des fractions hétérogènes, quand c'est que 10 ou 20% des cellules, par exemple.
et que le pronostic des tumeurs HER2, il est que partiellement relié à la taille. Hein. Vous vous rappelez, au début, on a vu que c'était des pronostics effroyables, ces tumeurs-là, spontanément. Donc c'est assez légitime finalement de ne pas faire perdre de chance aux patientes, de ne pas les sous-traiter, parce qu'elles n'ont qu'un petit contingent qui amplifie HER2. Hein. On n'a pas le temps de parler là des HER2 hétérogènes. Donc les négatifs, elles sont là. Donc ça, vous reconnaissez l'image de tout à l'heure. Hein. C'est ça l'image en maille de filet, très jolie, et quasiment toutes les cellules. Quand on voit ça, on est content. Et là, du coup, on est embêté, parce que, vous voyez, c'est incomplet, c'est plus faible. Bon, alors là, c'est une vision très partielle, hein, mais probablement, effectivement, il y a probablement ici des cellules, vous voyez, qui ne fixent pas du tout. Donc c'est ça de Croix. Hein, d'accord ? Donc de Croix, on fait une fiche. Et vous avez une idée, quand on fait une fiche sur les patientes qui sont immuno de Croix, le pourcentage qui va devenir positif ? Ah oui, la moitié. Non, c'est à peu près 30%. Hein, d'accord ? Donc pas d'amplification 70, et souvent c'est ce qu'on appelle des faibles niveaux d'amplification. Bon. Donc qu'est-ce qu'on appelle amplifié ? Donc du coup c'est la question de tout à l'heure pour la patiente. Je vous rappelle, elle avait 7,5 copies et un ratio à 3,2. Donc HER2 sur centromère, hein, sur la sonde centromérique. Donc là vous la mettez où du coup ? Positive, sur les deux critères. Elle a le nombre de copies suffisant et elle a le ratio suffisant. D'accord ? Pourquoi c'est important le ratio ? Qu'est-ce que ça représente le ratio ? Imaginez qu'au lieu d'avoir 2,4 signaux, elle en est, je ne sais pas moi, 4,2. Donc elle aura un ratio qui sera de l'ordre de 1,8 par exemple. Donc si vous regardez 1,8 là, 1,8, 1,8 elle est négative. En tout cas sur le ratio. Il y a un peu de densité. Pardon ? Une densité, un peu de proportion Une densité de quoi ? d'amplification. Non, pas tout à fait. Elle a une polyploïdie. Absolument. L'histoire, c'est la polysomie 17, hein, qui est un phénomène chromosomique fréquent dans les cancers du sein. D'accord ? Donc en fait, le centromère, ça sert à quantifier vos nombres de chromosomes 17, donc à établir la ploïdie du 17 en fait. Et le ratio, ça vous donne l'excès de locus HER2 sur le nombre de chromosomes 17 en fait. Donc ce qu'on admet, c'est qu'il en faut au moins 2 fois plus pour considérer qu'il y a assez d'amplification du locus pour que ce soit driver sur le plan oncogénique. C'est ça que ça veut dire. Ou s'il y a au moins 6 copies, probablement là aussi ça joue un rôle. Donc on utilise les deux, soit le compte absolu de copies, soit le ratio. Hein. Elle est discrètement positive sur les deux. Elle n'a pas 15 copies ou 20 copies, comme on voit parfois. Elle n'a pas un ratio à 5 ou 6. Elle a un ratio modéré, elle a un nombre de copies modéré, mais elle a les deux, elle est amplifiée HER2, et donc elle sera traitée comme telle. Elle a 82 ans, elle a un cœur en bon état, tout va bien, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un fait quoi déjà ? Elle a ça. Elle a un machin qui fait 5 cm, grade 3, I+. HER2 du coup. Hein. Et RH, les RH étaient positifs. Enfin, le RE est positif. Hein. On a bientôt fini. Pardon ? Dans quel cas on fait de l'immunohistochimie sur les ganglions ? Alors, tu peux faire de l'immunohistochimie sur les ganglions souvent quand tu as une tumeur hétérogène. Quand tu as est vraiment hétérogène, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement tu as des cellules éparpillées un peu HER2, c'est la vraie hétérogénéité, en fait, c'est que tu vois très bien que tu as deux composantes, avec une composante qui est franchement négative et une composante qui est franchement positive. Et du coup, ce qui va t'intéresser, c'est ce que... Alors, c'est un peu si les ganglions, si elle est N+, elle est N+, donc ça sera tout l'indication de chimio. Et de toute façon, si elle a un composante HER2, elle aura de toute façon l'indication d'herceptine. Donc ça ne change pas beaucoup, si tu veux, ta décision, mais ça permet de mieux documenter l'histoire naturelle et d'expliquer à la patiente. C'est plus documentaire qu'autre chose. Hein. Et puis bien sûr, si tu as un in situ seul dans le sein, il y a un ganglion, oui. D'accord. Ce qui peut arriver aussi. Notamment toutes les formes micro-infiltrantes avec fort envahissement ganglionnaire et qui sont assez fréquents dans les cancers du sein HER2. Bon, pardon, je voulais remettre ma diapo. Chimio, trastuzumab seul, elle a 82 ans. Chimio plus trastu, l'hormono, elle est RE+, hormono trastu, TDM1, parce qu'on ne peut pas faire trop de chimio cardiotoxique, par exemple.
Elle est totalement pas ni dans le Tollanet ni dans le Jones. 5 cm. Ok. Alors on va tout de suite tordre le cou au TDM1, que certains pourraient être tentés de faire. Le TDM1, d'abord en néoadjuvant, ça ne marche pas très bien. Ça n'augmente pas beaucoup la réponse histologique, même si on l'ajoute au pertuzumab, mais c'est plutôt moins bien que les chimiothérapies conventionnelles. Et quand on regarde les données de Christine, qui était l'étude du TDM1 associée au pertu néoadjuvant, ça fait moins bien que la chimiothérapie classique. Et puis ce qui a tordu le cou définitivement au TDM1, c'est ce qui a été présenté à l'ASCO par Nadia Arbeck, qui était le TDM1 adjuvant. Alors, le problème, c'est toujours avec le pertu, parce qu'ils sont casse-pieds chez Roche. Pas voulu faire le TDM1 tout seul, histoire qu'on comprenne ce qui se passe. TDM1 plus pertu. Donc je passe. C'est anthracycline taxane avec le trastu-pertu, parce qu'aux États-Unis, le pertu est la même en adjuvant, n'est-ce pas? Et puis dans d'autres pays que la France. Nadia Arbeck, c'est une Allemande. Anthracycline TDM1 qui remplace le taxane et puis le pertu. Bon, zéro bénéfice. Okay. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune place du TDM1 en adjuvant, ni en néoadjuvant, en dehors de Catherine, qu'on a vu tout à l'heure, après néoadjuvant. Okay. Ce groupe, il n'y a rien. Et puis en plus, c'est plus toxique. Vous voyez qu'il y a plus d'arrêt de traitement, il y a plus de délai, y compris du pertuzumab. Enfin bref, on est embêté avec le TDM1. On va peut-être passer ça. Troisième chose, elle a 82 ans. La question pertinente, vous vous rappelez ce que je vous ai montré sur Néosphère tout à l'heure, c'est qu'il y avait des situations où quand on ne fait pas de chimiothérapie, il y a quand même des réponses histologiques complètes. Et donc il y a des données allemandes aussi, il se trouve que c'est comme ça. Alors, ils ont fait TDM1 seul, néoadjuvant, TDM1 plus hormonothérapie et trastuzumab plus hormonothérapie. Donc en utilisant le modèle néoadjuvant, pour se dire, on va essayer de désescalader un peu la chimio, voire de la désescalader complètement chez les malades qui sont RH+. Donc le surrogate marqueur de tout à l'heure du début qui est la PCR, quand on fait de la chimio, finalement c'est pas mal, on est à 40%, c'est un peu inférieur à ce qu'on attend, mais enfin c'est pas désagréable. Quand on fait de l'hormono et du trastuzumab, on est à 15%. Alors c'est bien ou c'est pas bien ça? Ça c'est ESMO, c'est dimanche, c'est avant-hier. Donc c'est tout frais, tout chaud. C'est pas mal, c'est pas zéro. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est la combinaison qui fait quelque chose? Bon, c'est pas très bien. Mais il se passe quelque chose. Quand on regarde la survie sans événement, alors on a encore un recul qui est assez court, mais trastuzumab plus anti-hormonaux, c'est la courbe rouge, TDM1 anti-hormonaux. Bon, il y a des petites modifications, il faudra voir en termes de ce que ça donne. Néanmoins, la courbe, elle n'est pas comme ça. D'accord? Donc on est loin de tout AMM. Donc ça, c'est la survie sans maladie, et là, c'est la survie sans métastase. Il y a encore moins de différence. Alors le recul est encore assez court. Non, mais vraiment métastatique. Non, tu ne l'as pas non plus. Tu t'adaptes à la réalité. D'accord? Mais normalement, les traitements anti-HR2 sont une combinaison initialement de chimiothérapie et d'herceptine, plus pertu. Là maintenant, c'est une autre question. Mais de l'induction thérapeutique, en tous les cas, c'est comme ça. Mais donc, on va voir émerger comme ça des données, si vous voulez. Il y a quelques études qui vont un peu dans le même sens, qui disent qu'il y a peut-être des malades, on ne sait pas encore très bien, notamment quand elles sont plus RH plus qu'HER2, ce qu'on disait tout à l'heure, où la place de la chimiothérapie est ouverte. Et le questionnement sur la chimiothérapie est ouvert. Il n'est pas résolu, et c'est pas qu'une étude comme ça qu'on va abandonner la chimiothérapie à leur 60 ans, on ne se poserait pas la question. Mais une dame de 82 ans, même en bon état, elle a une toxicité qui est moins prévisible, c'est quand même un peu plus difficile. Et puis surtout, et ça c'est là aussi un extrait de son dossier, je vous ai dit au début que la patiente refusait la chimiothérapie, mais à la fin aussi. Donc elle n'a pas changé d'avis parce qu'elle a une tumeur agressive. Donc explication fournie à la patiente, donc ça c'est la vie quotidienne en consultation. Elle refuse catégoriquement, son fils a eu un rhabdo, sa belle-fille un glio, enfin bon, toute l'histoire. Les chimiothérapies ne sont pas les mêmes. La patiente est catégorique, je préfère mourir que me faire traiter, n'est-ce pas? Vous savez toujours ça. Et puis le docteur Cotu est d'accord. Alors si le docteur Cotu est d'accord, vous comprenez bien que ça change tout. Herceptine seule, mais pas seule, puisqu'on va lui rajouter de l'étrozole, histoire de se consoler l'âme, sans savoir si ça sert à quoi que ce soit. Bilan lipidique, ostéodensitométrie, machin. D'accord? Et rendez-vous rapide en radiothérapie, puisque faut donc quand même rater le traitement local, elle a une maladie qui est volumineuse, qui est potentiellement agressive. Donc, dernière diapo pour résumer tout ça, ce qu'on a vu, c'est le backbone de chimio, ça reste important quand même. C'est-à-dire que si on fait une chimio, il faut la faire bien, en dehors de quelques cas particuliers. Il y a, pour l'escalade thérapeutique, il y a un débat un peu franchouillard sur le double blocage.
Bon, même nous, en interne, on n'est pas tous d'accord. Hein. Moi, vous avez compris, je ne suis pas trop pertu. Il y en a qui sont beaucoup plus pertus. À mon avis, ça les rassure plus qu'autre chose, mais bon, voilà. Le TDMA post-néoadjuvant, ça, je pense que la messe est dite, hein, on n'a pas le choix. Donc, autrement dit, si on considère qu'il y a une indication de traitement néoadjuvant, c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'indication de désescalade. Ça veut dire que les traitements médicaux des cancers du sein HER2, finalement, ça n'est plus le truc classique anthracycline, taxane, trastu. D'accord? C'est fini ce temps-là. C'est anthracycline, taxane, trastu, néoadjuvant, plus ou moins TDM1, ou c'est Tolanet ou Jones. Donc mini-chimio. Et trastuzumab, 6 mois, selon les variations saisonnières. Donc, autrement dit, en 3-4 ans, les choses ont complètement changé. Et donc, toute la difficulté qu'on a, c'est un peu les discussions avec les chirurgiens, les radiologues, c'est quel est le bon dosage pour l'indication néoadjuvant. Est-ce qu'il faut descendre la barre en dessous de 2 cm, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait chez une femme qui est très jeune? Cancer du sein HER2, c'est plutôt 7-8 ans d'âge médian inférieur à la population générale. Donc, est-ce que ces femmes-là qui ont 35-40, est-ce qu'il faut de toute façon faire un néoadjuvant pour ne pas leur faire rater le TDM1, sachant que la quasi-totalité seront guéries qu'une chirurgie conservatrice et du Tolanet. Donc ça, c'est des questions vraiment fondamentales qu'on se pose quotidiennement, et on n'a pas forcément les réponses à tout, en tous les cas, je ne prétends pas les avoir. Simplement, on a des données dans la littérature, et je pense qu'on est fondé à s'appuyer dessus. Voilà pour les chimios et ses copains. Je suis Yulia Kirova, je suis oncologue radiothérapeute ici à Curie. Merci que vous êtes encore là parce que c'est quand même, il fait tard. Et merci à Hugo qui m'a invité de vous parler un peu. Et il y a plusieurs questions qui vont se poser et qui se posent actuellement dans la littérature. Est-ce qu'il y a encore une place de la radiothérapie après tout ce que Paul nous a montré, telle réussite avec les traitements anti-HER2? Sous-entendu que le traitement local est bien fait, Yulia. Tout à fait. Mais surtout pour le traitement conservateur qui est ici montré depuis, et qui n'était pas détrôné depuis un siècle et demi à peu près, Chicoto avec un traitement conservateur du cancer du sein, on ne se pose pas les questions. On se pose les questions dans le cadre des patientes HER2 positifs qui ont très bien répondu à la chimiothérapie. Est-ce qu'on fait une irradiation, oui ou non, après, et voilà. Mais on va tout illustrer aussi avec un cas clinique qu'on a traité ici à Curie. Et on va commencer à l'époque où on commençait à traiter avec Herceptine, tout au début. C'est une patiente de 53 ans, médecin gynécologue, 2 enfants, pas d'antécédents particuliers, en activité. Elle est ménopausée depuis 1 an. Elle a une taille de soutien-gorge 75A, ça veut dire qu'un tout petit sein, 170 cm, 58 kg, OMS 0. Elle a eu, et ça, je ne peux rien vous dire, la décision et la discussion, c'était l'époque où le trastuzumab entrait justement dans la pratique. Elle était opérée en plus dans un autre pays. Et vu qu'elle faisait un bonnet de 75A, elle a eu directement mastectomie, curage. Et on retrouve une lésion multifocale. Ça veut dire que mastectomie à juste titre pour les collègues qui l'ont traité. Sein gauche, grade 3, IM modéré. À l'époque, il n'y avait même pas KI67. Ganglion positif 1 sur 5. Ça veut dire petit curage. Récepteur à l'estrogène et progestérone négatif, HER2 3 croix. Et elle est allée à l'hôpital américain où ils ont proposé une chimiothérapie de 3 Fexon, 3 Taxotere, plus Herceptine, et après, éventuellement, poursuivre l'Herceptine pour une durée d'1 année. Elle termine sa chimiothérapie, elle est opérée en janvier, et elle termine sa chimiothérapie en juillet 2007. Déjà, est-ce qu'il y a une indication de radiothérapie? Elle est mastectomisée, elle a juste un ganglion positif. Qui vote oui pour la radiothérapie? Ça, c'est facile. Si je suis là, oui. Et maintenant, qui vote pour la paroi seule et qui vote pour la paroi et ganglion? Paroi seule. Tu peux nous remettre les listos? Listo, c'était... Listo, c'était multiples tumeurs. Ça veut dire que c'était PT1CM. Voilà.
multiples tumeurs, N1 sur 5, mais sachant que ce n'était pas ganglion sentinelle, c'était un curage, et LM0. Et le bilan d'extension dans un pays où, tout de suite, parce que les médecins lui ont fait EPScan, même en 2007, le bilan d'extension est négatif. Qui traite paroi et ganglion? Bravo! Mais voilà pourquoi, quand vous connaissez un peu la méta-analyse d'Oxford, nous avons quand même chez les malades N+, un vrai bénéfice. Si on regarde maintenant les récidives loco-régionaux, on gagne beaucoup, y compris pour les patientes qui présentent entre 1 et 3 ganglions. On a revu ces méta-analyses justement avec les traitements, et je vais vous montrer, modernes. Et vous allez voir que les différences en termes de récidive loco-régionale, bien sûr, les courbes sont améliorées, on est beaucoup plus bas, ici aussi bien qu'ici, mais il y a toujours une différence. Et si vous avez un envahissement massif, vous avez encore plus de bénéfices de la radiothérapie. Après, on regarde plutôt la mortalité liée au cancer du sein par rapport à la radiothérapie. C'est tout petit quand on regarde les patientes mastectomisées N0. Et juste pour information, en radiothérapie, vu que la radiothérapie n'est pas prise dans tous les nomogrammes que vous faites en général, vous décidez le type du traitement. Un traitement qui améliore la survie globale avec une dizaine de pourcents, parfois 15 à 15 ans, n'est pas prise en compte. Ça veut dire qu'il faut que nous, on le prenne en compte toujours quand on réfléchit. Y compris les actualisations montraient que même en ganglion plus, on a un bénéfice en termes de mortalité. Et justement, pour cette raison-là, moi, je suis d'accord avec vous. On prévoit une radiothérapie. Et nous, on a retenu l'indication d'une radiothérapie de la paroi thoracique gauche, les ganglions mammaires internes, sus et sous-claviculaires. On commence vers mi-août 2007. Ça, c'est vraiment l'extrait du dossier. Le radiothérapeute qui a vu la patiente et par rapport à la chimiothérapie ajoute. Et en plus, il y a une indication d'un traitement par trastuzumab pendant une année. Qu'est-ce qu'on fait? On continue le trastuzumab, on arrête le trastuzumab pour faire de la radiothérapie. Je vais continuer, après on va continuer à discuter. Vous voyez, patiente, côté gauche, paroi très fine. On a même le guide d'Estro qui à l'époque n'existait pas, mais à Curie on utilisait déjà, parce que dans le 5e arrondissement, on a pas mal de parois fines aussi. On a pris la décision de la traiter avec justement une technique qui est typiquement de site Paris. Ici, une technique qui nous permet justement de traiter la paroi sans entrer trop en profondeur parce qu'on utilise des électrons. Et on a inclus depuis 2007, justement, vous voyez, en 2007, on a modifié une ancienne technique qui était utilisée avec plusieurs faisceaux d'irradiation et on calculait sans arrêt la jonction entre les faisceaux. Pour les parois fines, justement, on a inclus le CMI dans le faisceau, incliné à 30 degrés, et vous avez justement ces jolies isodoses. On est homogène, malgré qu'on est avec des électrons. Et si vous voulez réduire la dose au niveau pulmonaire ou cardiaque, vous ajoutez le bolus que vous faites sur mesure chez la patiente. Et deux de nos internes ont travaillé, Noémie Grelier, qui est maintenant chef de clinique, probablement déjà PH à Mondor, sur les résultats à 10 ans et qui sont excellents de cette technique. Et après, Geoffroy Boulle, qui est probablement dans Aéreo, aussi bien que dans la Société française de jeunes radiothérapeutes, qui a travaillé en comparant cette technique d'irradiation par des électrons, qui va vous donner une très belle dose sur la peau, avec une technique des photons qu'on utilise sur un de nos autres sites à Curie. L'idée n'était pas juste de nous comparer pour dire quel est le site qui fait mieux, c'était l'idée que si vous sous-dosez la peau chez une patiente qui présente une tumeur agressive avec une prolifération élevée,
est-ce qu'on n'a pas plus de récidives? Et Geoffroy Scoop, et chance pour lui, parce qu'il est sorti dans The Red Journal, justement, son papier cette année, il a montré vraiment qu'avec des électrons, on a moins de récidives dans la zone irradiée, malgré que avec les deux techniques, les récidives, c'est un taux très très faible. Voilà, et on a traité cette patiente en utilisant cette technique. Bien sûr, la partie haute était traitée par des photons. 50 grains, 25 fractions, très bonne tolérance, une réaction dégradante cutanée. Mais comme je vous disais, la question qui s'est posée à cette époque-là, en 2007, c'est une molécule qu'on ne connaissait pas trop. Et justement, est-ce qu'on arrête la radiothérapie et on reprend après, avant la radiothérapie, le trastuzumab? Est-ce qu'on fait en même temps? Qui arrête avant la radiothérapie? Maintenant, c'est plus facile. 20 ans plus tard, c'est un peu plus facile. Qui fait en même temps? Voilà. Pour montrer qu'Aéreo est beaucoup plus intelligent que tous les médecins hollandais qui ont passé 15 années à arrêter le trastuzumab 24 heures avant de commencer la radiothérapie. Qui peut me dire la demi-vie et le wash-out de trastuzumab? C'est une molécule qui vit longtemps, qui se nettoie très facilement. 21 jours 21 jours. Oui, je pense que le wash-out, c'était autour de 56. Ça veut dire que nous, on a considéré en France, et surtout à l'époque Curie, que ça ne sert pas à grand-chose et en même temps, ça peut faire perdre des chances pour certains patients d'arrêter un traitement qui est efficace. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on savait? Mais on savait quelque chose qu'en préclinique, c'était démontré que la molécule est assez radiosensibilisante. Ça sont surtout les travaux de Pietrage, justement en 1999, qui nous ont fait peur parce qu'on s'attendait que le trastuzumab, c'est quelque chose qui va sensibiliser la peau et on va avoir plus de réactions. On était complètement angoissés. Bien sûr, les oncomèdes n'ont jamais associé un radiothérapeute dans les boards. Ça fait pas chic, voilà. On n'a pas peur. Mais Madame Picard n'a jamais fait une seule page de tolérance de trastuzumab radiothérapie. C'était même pas étudié dans ERA. Pareil pour l'étude américaine, on ne s'est même pas posé la question. Ça veut dire que les oncologues radiothérapeutes devaient discuter, décider qu'est-ce qu'on va faire. Et en plus, comme je vous disais, trastuzumab, demi-vie, à peu près 4-5 semaines. Qu'est-ce qui se passe avec la toxicité? On était un peu inquiets, mais de l'autre côté, on a commencé à le faire et à surveiller les patientes et on a commencé d'enregistrer toutes les patientes dans un fichier prospectif. Voilà quelque chose que posteriori un de nos anciens internes a fait, une biblio qui a montré que les discussions qu'on avait pendant des années, parce qu'il y avait 10 années, on s'est bataillé au congrès avec les Hollandais qui disaient non, 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 vous êtes des tueurs en série en France, vous n'arrêtez pas le trastuzumab, mais si vous avez demi-vie à 28,5 jours, c'est un peu difficile d'arrêter juste avant la radiothérapie, de prendre tout de suite après. D'où justement cette idée de surveiller les patientes. Après, le pertuzumab est 18 jours à peu près pour votre culture générale. Affinity, on aussi se disputait un peu, mais de l'autre côté, on a commencé aussi très doucement. Mais la question qui se posait dans ces études de phase 3, qu'en plus, pour ne pas nous faciliter les choses, on ne savait pas qui est pertuzumab, trastuzumab et qui est trastuzumab seul, parce que c'était un double aveugle. Et le laboratoire ne pouvait pas nous informer même quand ils ont rapporté les résultats, parce que justement, ils ne voulaient pas lever cet aveugle. Ça veut dire que c'est toujours une casse-tête. Pour TDM1, c'est un peu plus facile, parce que c'est juste 3,5 jours. Ça veut dire qu'on peut dire, OK, on va commencer après la fin de la radiothérapie, mais ça, on va discuter aussi un peu. Hop, je suis désolée, ça a sauté trop vite. Il est parti dans... Voilà. Désolée. Voilà. Et ça sont les séries rapportées. On a commencé justement en France parce qu'en France, on était assez angoissés. Et c'est Yazid Belkacemi qui a commencé avec une série très hétérogène de 146 patients traités dans plusieurs centres avec des techniques plutôt anciennes,
un peu démodé, qu'on n'utilise pas maintenant. La chose qui nous a surpris déjà, c'était que, vous voyez, les radiodermites, il n'y avait pas beaucoup de grade 3, il y avait juste 6 patientes, mais il y avait pas mal du grade 2. Et l'autre chose qui nous a surpris, c'est ce taux d'œsophagite qu'on ne pouvait pas vraiment s'expliquer, probablement parce que souvent des malades N+, probablement parce que technique l'ancienne avec un faisceau direct vers l'œsophage, mais ça c'est quelque chose qu'on n'a pas pu s'expliquer. C'était rétrospectif. Après plusieurs auteurs ont dit non, vraiment c'est pas plus toxique. On s'inquiétait beaucoup pour le cœur aussi. On faisait échographie à la répétition. À Curie, on a pris la décision de faire toujours une échographie avant de commencer la chimiothérapie, ça vous le faites en routine, mais après, à la fin de la chimiothérapie et avant de commencer la radiothérapie, et après la fin de la radiothérapie. Et vous voyez, on avait quand même des résultats qui n'étaient pas du tout mal, parce qu'on avait surtout des réactions cutanées de grade 1. On est arrivé à cette histoire qu'à un moment, mon collègue du bureau Alain Fourquet me disait, mais j'ai l'impression que trastuzumab, ça protège la peau. On a moins de réactions chez les patientes qui sont sous trastu que chez les malades qui avaient juste la radiothérapie seule. Ça veut dire que nous, on a fait 300 malades suivis de, vous voyez, presque 5 ans, prospectifs, enregistrés, avec une surveillance toutes les semaines. Ça, c'est le travail de Julien Jacob, qui était à l'époque sa thèse. Et on a montré qu'on n'a pas plus de complications, ni au niveau cardiaque, ni au niveau cutané. Vous voyez juste 3,9% des réactions de grade 3. On sait qu'en général, on est entre 3 et 5% des réactions de grade 3. Avec les techniques modernes, on est très bien. Et même les Américains qui ont regardé après un peu a posteriori la radiothérapie, on dit qu'ils ont eu 2 problèmes cardiaques, et les 2 problèmes, c'était avant le début de la radiothérapie, qui a rassuré complètement la communauté des oncologues radiothérapeutes qui ont décidé de faire en même temps. Ça veut dire qu'on a irradié la patiente, elle est repartie chez elle, et elle est suivie régulièrement, et on la voit, tout ça c'était en 2007, et on la voit en 2014, 7 années après la fin de la radiothérapie, avec un nodule de 10 mm en sous-cutané. La palpation, c'était un nodule de 10 mm. Et comment on l'a trouvé justement, parce que ce n'était pas très évident, on l'a trouvé sur un TEP que la patiente a fait. Elle se faisait une fois par an, un TEP scan. Il y avait quelque chose qui fixait dans cette zone-là. Chez nous, on a fait une échographie et on a trouvé une lésion de 5 par 7 par 3 mm. Juste à côté de la partie basse de la cicatrice, on a palpé un oncologue médical, radiothérapeute, chirurgienne, et on est arrivé à ça à peu près 10 mm. On opère la patiente, on décide de retirer le nodule, et la grande surprise était qu'on trouve cette fois une récidive, mais qui faisait 4 cm. Les berges étaient envahies, et la patiente est quelqu'un qui reste très maigre, avec une paroi très fine, aucune complication liée à la radiothérapie, mais quand même une peau qui est collée sur la paroi thoracique. Et la récidive, c'est une tumeur de grade 3, il y a des emboles, il y a des récepteurs hormonaux négatifs, et HER2, 3 croix, vous voyez, moi comme Paul aussi, je vais vous montrer l'anapathe de chez nous. Ok, on discute à la RCP, vous êtes notre RCP, est-ce qu'on fait une réirradiation? Qui fait une réirradiation? Prendre le risque de partir sur une paroi très fine, mais la patiente a récidivé sous une forme quand même qui est assez agressive. Elle est toujours pas très âgée, elle avait 53 ans, 7 ans plus tard, elle a 60, mais elle est en pleine forme, elle continue à travailler. Voilà. Qui fait la réirradiation? Vous pouvez pas enlever toute la tumeur? Non, parce qu'elle a tout creusé, c'était Fatima Laki, elle a repris comme elle pouvait, mais après, elle ne pouvait pas aller plus loin. Elle m'a mis des clips, ça c'est gentil. On n'a pas le choix que de retenter alors les radiations. On ne peut pas laisser de tumeur en place comme ça. Oui, c'est ça qu'on a pris comme décision.
quand vous traitez, vous réirradiez une patiente, bien sûr c'est après une discussion avec explication sur tous les risques des complications, qu'est-ce que vous allez choisir? Plutôt fractionnement classique ou hypofractionné? Sur un cas comme ça, on va éviter l'hypofractionnement. Tout à fait. Pour, Il n'y a rien en dehors des cas palliatifs où on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Ici, elle est déjà opérée. On a beaucoup d'espoir. Voilà, ça c'est un cas qui va être limite avec professeur Texera parce que justement, on peut dire même que c'est une maladie probablement métastatique parce que c'est quelque chose qui sort juste à côté de la peau. Ok, on a pris la décision de la traiter à dose thérapeutique, fractionnement classique. Est-ce qu'on ajoute un traitement systémique? On est en 2014, il n'y a pas de TDM encore, mais il y a déjà chimiothérapie et il y a trastuzumab, pertuzumab. Qu'est-ce que vous faites? Qui fait la chimio? Tout le monde fait la chimio. Qui fait trastu? Qui fait pertu en plus? Et ça, c'était notre décision avec mon collègue de RCP. Elle a un bilan négatif. Le bilan en dehors de cette fixation était négatif. Ça veut dire que c'était une décision difficile, limite, qui était prise par Philippe, qui après, en décortiquant le dossier, trouvait qu'elle était un peu sous-dosée en trastuzumab avec le premier traitement, parce que c'était une patiente qui payait. Et justement, il dit pour lui donner plus de chances de guérir à cette patiente, il a fait justement Taxotere, Herceptine, Pertuzumab. Il est parti sur 6 cycles, je pense. Voilà. Et la radiothérapie, vous voyez, ça c'était en janvier. Et la radiothérapie a commencé en juin et juillet. C'est vrai qu'on a fait quelque chose qu'on peut discuter, mais c'est vraiment une dose thérapeutique parce qu'on a fait 45 grès en 25 fractions. C'était 1,8 par fraction tous les jours. Et on est allé à 45 grès pour la seule raison qu'encore une fois, je souligne, patiente avec une paroi très fine, récidive très superficielle, plus grande qu'on s'attendait. Encore une fois, on a attaqué avec les électrons. Réirradiation électrons, souvent on a peur de téléangiectasie. Encore une raison de ne jamais faire des électrons en hypofractionné, sauf en cas de choses très palliatives, mais sinon, l'hypofractionné, électron, bolus, ça souvent c'est lié à des ondes de téléangiectasie à long terme. Et elle fait une nouvelle irradiation de la paroi. Cette fois, on n'a pas touché les ganglions, elle n'avait pas de ganglions envahis. Elle a terminé encore une fois avec une réaction dégradante en fin de la radiothérapie. Elle a fait tout ça 4 semaines après le Taxotere, en même temps avec Herceptine Pertuzumab. Encore une fois, un peu de peur comment elle va le supporter. Et après, on a continué Herceptine Pertuzumab, 3 cycles. Et elle est repartie chez elle parce que c'est une patiente et médecin qui a continué à travailler. Et elle a continué pratiquement pour une année trastuzumab en sous-cutané chez elle. Voilà. Actuellement, cette patiente, je l'ai vue récemment, elle est en rémission complète. Elle a pris sa retraite parce que maintenant, elle fait 64 ans, je pense. Et elle a une zone qui est juste une petite zone de, je dirais, 3,5 par 3,5 cm de téléangiectasie dans la zone de la deuxième chirurgie où vraiment, je pense que la peau était très fragile, mais la question est qu'elle est en rémission complète. Encore une fois, une question qu'on se posait, qu'est-ce qu'on fait quand on a justement trastuzumab, pertuzumab, radiothérapie? Encore une fois, on a essayé de faire observatoire, de faire des études rétrospectives, de demander dans le cadre du protocole Affinity, parce que quand même on a mis pas mal de malades, il y avait des négociations avec Roche, est-ce qu'on peut lever l'aveugle pour voir qu'est-ce qui se passe avec les patients irradiés? Ils ont dit non.
c'est aussi quelque chose des molécules qui nous arrive très vite parce que, comme Paul vous a montré, c'est quelque chose qui est très efficace. Ici, on n'avait même rien à nous mettre sur le dent dans l'activité préclinique. Et on a dit, mais on va regarder qu'est-ce que nous avons. On a appelé la pharmacie, on a regardé les patientes qu'on a traitées justement en association radiothérapie et association pertuzumab-trastuzumab. À l'époque, c'était juste en métastatique, AMM. C'était quelque chose pratiquement qui était devenu routine en première ligne métastatique. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec 150 malades que la pharmacie vous envoie à la liste, et après vous décortiquez dossier par dossier pour voir combien de malades ont reçu la radiothérapie en même temps. Comme ça, on a trouvé 23 patientes. Sur 23 patientes, on avait des patients 10 avec des métastases osseuses, on avait 11 qui avaient des métastases ganglionnaires, 10 avec des métastases viscérales, 2 au niveau cérébral. Les traitements qu'on a donnés, c'était justement, d'un côté, on a regardé qu'est-ce qu'on a donné comme traitement loco-régional parce qu'on continue à traiter cette population comme une population qui va vivre très longtemps. Et vous voyez, il y avait quand même pas mal de patientes qui ont reçu un traitement loco-régional dans cette population des malades. Et vous voyez des doses thérapeutiques plutôt normofractionnées parce que dans une association, on commence toujours avec le fractionnement sur lequel on connaît quelque chose. Bien sûr, il y avait une patiente qui était traitée sur l'ensemble de l'encéphale avec 30-10. Il y avait 3 patients traités pour des métastases vertébrales et une irradiation pelvienne. Plutôt des techniques sophistiquées, tomothérapie et 3D vraiment améliorées. Et on a trouvé ça comme des résultats, justement, que pratiquement on n'a pas vu trop de toxicité. On a vu quelques baisses de justement l'éjection ventriculaire, mais c'est juste chez 2 malades et qui étaient déjà surveillés parce que c'était des patientes qui étaient déjà passées par trastuzumab après trastupertu et qui sont bien normalisées, juste une grade 3. Après, comme radiodermite, vraiment pas de scoop. On avait juste une patiente avec grade 3, l'œsophagite 0. Et pratiquement pneumonite, on avait juste une patiente qui a montré grade 1 et une grade 2, et ce n'était pas dans la zone d'irradiation. Et comme nous, on est en traitement loco-régional, on était relativement rassurés. Ça, c'était fait sur les 23 premières malades. Et actuellement, on a actualisé, c'était un poster ESMO, justement, par une de nos résidentes tunisiennes, Dr Ben Dia, qui a fait justement actualisation. Et elle a présenté nos résultats sur 77 malades à ESMO et on ne trouve pas une toxicité qui est plus élevée. Ça, c'est une réponse qui vous dit OK pour Trastu, mieux de faire en même temps. Trastu-Pertu, vous pouvez le faire, y compris au niveau loco-régional où on a plus de difficultés avec les organes à risque. Après, pour les patientes mastectomisées comme cette patiente, est-ce qu'on doit le faire ou non? Il y avait un très joli papier et il y a une étude de Harvard qui montrait des taux de récidive très faibles, surtout pour les patientes, mais il faut bien vous imaginer qu'aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait la même culture, que la patiente est mastectomisée beaucoup plus facilement qu'ici. Même pour des petites tumeurs, ils ont des mastectomies, ils ont montré que les taux de récidive étaient très bas. Et suite à des dernières actualisations d'ERA et l'essai américaine, nous on a joué ici justement parce qu'on était invité de le faire, avec les réductions des taux de récidive, quand on regarde justement des séries, comme Paul vous a dit, anciennes séries sans trastuzumab, ça c'est sans trastuzumab, des cancers qui sont N0 ici, dans cette groupe, et ici sont des cancers N+. Et ici on les sépare en plus des récepteurs hormonaux négatifs et récepteurs hormonaux positifs. Et vous voyez que malgré que l'effet après mastectomie, y compris chez les malades N0, n'est pas aussi important, il y a quand même un effet de la radiothérapie en termes de traitement loco-régional. Et cet effet, quand on regarde, comme je vous disais, on est beaucoup mieux. On a des courbes qui sont bien baissées, mais quand on regarde justement les courbes, cet taux
de réduction du risque de récidive reste très comparable avec tout ce qu'on voit avec la méta-analyse d'Oxford. Ça veut dire que le bénéfice en termes de récidive loco-régionale reste tout à fait non négligeable et ça reste un traitement de référence. Et dans nos référentiels, nous, on va continuer de traiter ces malades mastectomisés qui sont N+, ça c'est pour sûr. Pour les patientes qui sont N-, c'est un peu difficile parce que si la patiente est mastectomisée d'emblée, elle est N0, elle n'a pas d'embole, elle est âgée de 64 ans comme la deuxième patiente d'épaule, probablement on va se poser la question avec tous les traitements qu'elle peut avoir derrière. Mais si la patiente a eu un traitement néo-âge, on n'est pas tout à fait à l'aise de ne pas irradier parce que si initialement elle avait des emboles, après elle a perdu les emboles et tout ça, on est un peu plus mal à l'aise. Ça, c'est une discussion. Ça veut dire que pour l'instant, la réponse est oui, il y a une place de la radiothérapie. Après, la chose qui reste très ouverte comme question, qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle molécule? Très jolie. Les résultats des essais, vous les avez vus. J'ai à peu près 4 mails par jour des collègues qui travaillent en privé en disant est-ce que j'arrête le TDM, est-ce que je n'arrête pas, qu'est-ce qu'on fait? Et d'où justement l'idée de Curie de proposer cet observatoire national avec les collègues de Toulouse, Montpellier, Lyon, qui sont très motivés aussi, Marseille, de travailler dans un enregistrement prospectif de cette population, surtout très gênés par des pneumopathies que nous, on ne peut pas expliquer avec les rayons. Une présentation ESMO 2019 qui, Paul, si tu la trouves, c'est très bien, je veux bien le voir, sur l'essai Catherine, que les pneumonites étaient probablement radio-induites. Je ne sais pas d'où ça sort, mais on n'est pas du tout à l'aise. Dans le papier original, il n'y a rien. Et la seule chose que vous avez, c'est 2 petites séries. Une de l'Institut Curie avec 3 cas dans lesquels on retrouve un peu plus radionécrose chez les malades qui ont eu TDM pour une maladie métastatique et radiothérapie en conditions stéréotoxiques. Et un autre papier avec un peu plus d'œdème et un peu plus radionécrose. Aucune expérience en préclinique, un travail sur des lignées cellulaires faite par Fabienne Mignon, qui est maintenant chef de clinique à Saint-Louis, et qui a montré que la molécule elle-même, elle est assez toxique et la potentialisation n'est pas aussi évidente parce que les cellules vont mourir même avant de les irradier. Ça veut dire que pour l'instant, pas beaucoup de réponses. Voilà. Si vous avez d'autres questions, nous sommes ouverts à discuter parce que ça peut aboutir à des travaux en collaboration avec vous. Questions? Pour l'instant, on les irradie. TDM en rayon, on les irradie en même temps, on fait attention, on les surveille chaque semaine. On reste dans le contexte de cette expérience qu'on a eue avec l'herceptine. Après, on l'a eu justement avec pertuzumab et trastuzumab. Quelque part, on essaye de ne pas retarder un traitement qui peut être efficace pour la patiente. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vu des effets secondaires liés à cette association. 16 premiers malades, c'est quelque chose qui est, comme je vous disais, accepté dans l'American Journal of Clinical Oncology. C'est très modeste pour l'instant, mais c'est les plus grandes séries qui vont être publiées sur le sujet. Dans le contexte d'un traitement adjuvant, ça veut dire que vous ne discutez pas juste une métastase avec un traitement loco-régional et TDM1, vous allez discuter justement un traitement loco-régional avec une technique qui est adaptée, avec une protection cardiaque parce que ça, on ne va pas entrer dans le truc parce que ce n'était pas le sujet de la soirée et Yoga m'a dit 30 minutes, je respecte. C'est aussi les techniques parce que par exemple à Curie, si on doit traiter juste le sang seul, on a une technique où on va mettre la patiente sur le côté et la réaction est purement cutanée, aucune irradiation cardiaque, aucune irradiation pulmonaire, on ne se pose même pas la question des pneumonies radio-induites. L'autre possibilité, vous faites irradiation du sang gauche avec l'ensemble des aires ganglionnaires, mais dans ce cas-là, on fait une respiration bloquée depuis 2002. On a la spirométrie ici, on le fait assez facilement, ou on fait aussi Deep Inspiration Breath Hold. Et aussi la technique que je vais vous montrer, en respiration libre, expérience de plus de 50 ans avec des électrons, pas de pneumonie. Voilà.
Ça, c'est la partie technique. D'autres questions? On s'arrête là?